Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux avec nous ce soir. On sait que pour certains, c'est le départ en vacances, pour d'autres, c'est la fin de la semaine. Et pour autant, vous êtes au rendez-vous, donc bravo. Ce soir, j'ai la joie de recevoir Arnaud Frisch. Et le sujet de notre webinaire, c'est la densité du noir en photographie. Avant de donner la parole à Arnaud, je réexplique un tout petit peu comment se passe un webinaire tel que nous les organisons chez Lumesca. Donc c'est un webinaire ce soir qui est sponsorisé par la marque BenQ. Et donc on parlera un petit peu de cette marque, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pub à proprement parler. La première partie du webinaire, c'est Arnaud qui fera sa présentation autour de ce sujet, la densité du noir, et il va nous dire un petit peu comment il va aborder cela. À un moment donné, vers la fin de sa présentation, il nous parlera de configurations qui sont les plus intéressantes pour pouvoir traiter son image pour les couleurs et bien entendu pour les noirs, de préférence bien denses. Donc, on continuera sur des offres spéciales qui vous seront communiquées. Et ces offres, elles ont été concoctées par notre partenaire Graphique Réseau pour cet événement ce soir. Une fois qu'on aura fait ça, donc c'est comme une petite page de pub, eh bien, on passera à la session questions-réponses. Et là, vous pourrez interagir avec Arnaud sous forme de questions que vous pouvez poser dans le chat. Pendant la présentation d'Arnaud, moi je suis présent, mais derrière, on dit behind the scenes en anglais, donc dans les coulisses, et je note si jamais certains ont des questions qui leur viennent à l'esprit, eh bien je vais les garder pour la session questions-réponses. Voilà, moi je vous ai expliqué comment ça va se passer. On terminera probablement vers 19h30 et je laisse maintenant la place à Arnaud. Donc Arnaud, tu te présentes et puis tu Bonsoir à lances. tous. Eh bien, bonsoir à tous. Vraiment ravi de vous retrouver ce soir. Je tiens dans un premier temps à remercier Hervé Petit pour son invitation et l'organisation de ce webinaire, sans quoi ça serait vraiment plus compliqué. C'est vraiment une vraie organisation. Donc, merci à toi Hervé pour l'organisation et pour ton invitation. Nos discussions pour essayer de trouver des thèmes qui vont nous intéresser. Je remercie évidemment parce que ce genre de soirée n'est impossible sans un sponsoring, donc PaintQ aussi pour sponsoriser ou Graphique Réseau pour être derrière, pour nous appuyer, pour organiser ce genre d'événements. Donc, je m'appelle Arnaud Frisch. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe, formateur. Je fais de la photographie professionnelle depuis plus de 20 ans. Et c'est à ce titre, en tant que photographe, que j'ai été amené à me poser plein de questions sur l'affichage des images. Donc, un de mes sites internet que je vous présente juste derrière, donc Arnaud Frisch Photographie, qui présente des photos. Et également, je suis connu pour deux sites plus techniques, un lié à la photo panoramique et surtout celui lié à la gestion des couleurs, où je donne des conseils techniques et des conseils d'achat sur tout ce qui va concerner le bon réglage de nos couleurs lorsqu'on veut les partager. Et c'est à ce titre qu'on s'est interrogé avec Hervé sur non pas là comment choisir un bon écran ou pas, quoi qu'on va l'évoquer tout à l'heure, mais donc cette question plus particulière qui est la densité du noir, le noir, l'importance du noir en photographie et comment on essaye de bien la reproduire sur nos écrans lorsqu'on veut la diffuser, si c'est une vidéo, lorsqu'on veut la diffuser, si c'est une photo. On va voir qu'il y a plein de choses à régler, plein de choses auxquelles il faut faire attention quand on veut partager les mêmes noirs chez nous que chez les autres et si on veut les imprimer. Et donc, à travers quelques images d'exemple, quelques conseils, d'abord quelques petits rappels sur comment l'œil voit tout cela, comment l'œil fonctionne, comment l'œil s'adapte à différents environnements, donc comment il perçoit ces fameux noirs. Et ensuite, on va évoquer la retouche d'image. Je vais vous montrer comment, quand je réalise des photos, notamment des photos astronomiques, on va en présenter ce soir, mais pas que. On va montrer aussi des photos liées de photos d'architecture, mais comment, à partir de la matière première que je prends en photo, l'image que j'ai en tête, et je vais vous montrer le avant-après, et pour voir à ce moment-là combien c'est important d'avoir un écran bien calibré pour pouvoir bien afficher mes noirs, les noirs que je veux, sans à chaque fois trop boucher mon image. Donc voilà un peu tout ce qu'on va voir ce soir, et puis évidemment le jeu des questions-réponses un petit peu plus tard.
Donc, sans plus Super. attendre, je vais commencer par partager mon écran et on va afficher une première photo. Voilà. J'espère partager le bon moniteur. Voilà, c'est ça. On va commencer par quelque chose de tout bête, qui est donc la perception, avant tout, avant de parler du noir, la perception de la lumière par l'œil. Donc, on sait que la lumière que l'on va percevoir à travers notre œil est en fait une toute petite portion des ondes électromagnétiques. Donc là, je vais vous montrer. Excusez-moi, voilà. On a l'ensemble des rayons lumineux qui s'affichent ici, et donc une question de longueur d'onde, donc de pénétration, de quantité d'énergie à chaque photon. Et il se trouve que, donc, d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique, que ce soit des rayons gamma qui sont produits lorsqu'il y a des supernovas qui explosent, des rayons X qui nous permettent d'explorer notre corps quand on a besoin de faire une radio, des rayons qui ont été découverts par Becquerel au 19e siècle et puis développés après par Marie Curie. Les ultraviolets qui vont brûler notre peau. Et ici, on a une petite bande de rayons lumineux qui, eux, seulement eux, sont visibles par l'œil. Ensuite, on a les infrarouges qui vont nous chauffer, les micro-ondes et les ondes radio et ainsi de suite, les ondes Wi-Fi. Donc, à chaque fois, il s'agit de la même, d'un point de vue technique, il s'agit de la même chose. C'est une longueur d'onde, c'est des photons, ce sont des photons, mais selon la fréquence et selon la longueur d'onde, eh bien, ils ont des propriétés différentes qui vont être plus ou moins visibles selon avec tel ou tel appareil. Et dans le spectre visible qui nous intéresse ici, entre les ondes violettes, les rayons très violets et les rayons rouges, nous avons tout le spectre visible qui s'étale comme ça, telles les couleurs de l'arc-en-ciel, et sont visibles par des cellules dans l'œil qu'on appelle les cônes. Et il se trouve que quand on veut, alors je vais être obligé d'enlever le partage de cette petite chose-là, je vais jongler, voilà, il se trouve, voilà, que quand on regarde plus attentivement au fond de notre œil, on On peut zoomer un petit peu dessus? On va légèrement zoom, hop, voilà. Ce qui est intéressant, c'est donc on voit notre œil est tapissé au fond de la rétine d'un certain nombre de cellules qu'on appelle des cônes, cônes comme couleur. C'est un moyen mnémotechnique qui est sympa. Vous avez des cônes qui sont principalement centrés sur les longueurs d'onde 437, donc surtout vers le bleu, vers le vert et vers le rouge. Et donc, on n'a pas de cône spécifique pour le jaune, pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'œil humain voit les couleurs surtout en bleu, rouge, vert, les fameuses couleurs primaires. Et c'est par le mélange de ces trois couleurs primaires que le cerveau, cette fois-ci, va reproduire l'ensemble du spectre des couleurs émises par le soleil. Voilà. Et il se trouve qu'on a ici du noir. Alors ça, ces cellules qui sont représentées ici ne sont pas des cellules qui voient le noir, évidemment, parce que le noir, c'est tout simplement, il suffit d'éteindre la lumière, on ne reçoit plus de lumière, nos cellules au fond de l'œil ne sont plus excitées et notre cerveau ne voit plus de lumière. Et bien ça, en fait, ça représente une deuxième catégorie de cellules qu'on appelle les bâtonnets. Et les bâtonnets ont cette particularité de ne pas voir les couleurs, mais de voir la lumière en quantité. Et c'est pour ça que quand il y a peu de lumière, les cônes sont excités, mais comme ils ne peuvent pas voir la couleur, on a l'expression qui est bien connue, la nuit, tous les chats sont gris, parce que dès que la quantité de lumière baisse, les cônes ne sont plus excités, c'est les bâtonnets qui prennent le relais, et les bâtonnets, eux, voient à peine en couleur. Alors s'il reste encore un peu de lumière, on va avoir une fin de perception des couleurs, mais plus la nuit va tomber, plus on va avoir du mal à voir les couleurs, et c'est les bâtonnets qui vont prendre le relais. Et il se trouve que par rapport aux cônes, les bâtonnets ont la propriété d'être extrêmement sensibles en quantité, donc eux pas en qualité, mais en quantité à la lumière. Donc ça, c'est une particularité qui est très intéressante, notamment en astronomie. Il y a des tests qui ont été faits. Vous recevez un seul photon du fond du ciel, et pour les yeux qui ont une très bonne perception, eh bien, on peut voir effectivement ne serait-ce qu'un seul photon. On a besoin de très très peu de lumière pour ceux qui ont une très bonne acuité visuelle pour voir la nuit. Mais cette fois-ci, donc, on voit essentiellement en noir et blanc.
Et c'est un truc qui est amusant. Moi qui fais de l'astronomie, quand je montre, j'ai pourtant à la maison un télescope d'un beau diamètre de 40 cm, ce qui représente vraiment un très très beau télescope. Eh bien, c'est amusant parce qu'il y a très peu d'objets dans le ciel que l'on voit en couleur. Il faut des gros télescopes très collecteurs de lumière pour pouvoir exciter à nouveau les cônes bleu, rouge, vert et pour pouvoir voir le ciel en couleur. Donc, autre particularité qui va être très importante pour nous ce soir, c'est le fameux gamma. Alors ça, j'y compte beaucoup parce que ça rejoint vraiment la conversation de ce soir et de tout ce qu'on va voir ce soir. Le fameux gamma de l'œil dont alors on parle toujours du gamma pour parler du gamma d'un écran. On dit que le gamma d'un écran doit être réglé à 2,2. Et effectivement, quand on observe le comportement à la lumière de l'œil, donc là, on envoie une certaine quantité de lumière vers l'œil et on regarde comment l'œil réagit à cette quantité de lumière. On pourrait s'attendre à ce que ça soit linéaire. Plus j'envoie de la lumière, plus l'œil, les cônes sont excités ou les bâtonnets sont excités et plus ils perçoivent de la lumière. Mais pas du tout. Ce qu'on observe, vous voyez, c'est une pente très douce quand il y a peu de lumière et une pente très raide quand il y a beaucoup de lumière. Dit autrement, si vous êtes en plein jour, d'accord, vous avez la lumière, vous êtes dans une pièce qui est très éclairée, vous allumez une lampe supplémentaire, vous allez à peine percevoir cette différence si c'est une lampe de 100 watts ordinaire. Pourtant, vous apportez bien une certaine quantité de lumière en plus dans la pièce, mais l'œil l'aperçoit à peine. Alors que si vous allumez cette lampe dans une pièce sombre, là, vous allez voir, votre œil va presque être ébloui tellement la quantité de lumière, qui est pourtant exactement la même qu'en plein jour, là, vous allez l'apercevoir comme ce n'est pas permis. Donc, vous voyez, ça laisse transparaître que l'œil ne va pas se comporter de la même manière selon qu'il est dans un environnement très sombre ou dans un environnement très clair. Et ça, c'est très important pour nous, photographes. Regardez pourquoi. Quand vous regardez un écran, et donc là, on va avoir le choix de l'écran, mais surtout le choix du calibrage de l'écran, quand on va vouloir faire des retouches photos, et quand on va vouloir s'intéresser spécifiquement à le niveau de noir que je veux dans mon image. On est tous convaincus qu'une image, c'est très important, qu'il y ait des choses très claires et des choses très sombres, qui sont des marqueurs du contraste de notre image, pour qu'elle soit vraiment très jolie. Eh bien, regardez comment notre œil s'adapte, le fameux gamma dont on a vu une courbe, on a vu différentes courbes. Donc, quand notre œil regarde un écran dans une pièce normalement éclairée, qu'est-ce qui se passe? Il perçoit une différence entre deux gris. Vous voyez, la différence de contraste entre ces deux gris-là, qui semble relativement importante sur un fond blanc, eh bien, cette même différence entre ces deux grilles qui sont strictement identiques dans Photoshop, à gauche sur fond blanc, à droite sur fond noir, sont pourtant perçues dans un environnement sombre avec beaucoup moins de contraste. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, notre œil, le gamma de notre œil, parce que notre œil a un gamma qui s'adapte en permanence aux conditions de visualisation des choses, eh bien, va être très différent selon qu'il est dans un environnement très lumineux ou très sombre. Du coup, la pièce dans laquelle vous êtes, l'arrière-plan que vous avez derrière votre écran, selon que vous êtes dans un open space avec des vitres, dans le sud de la France, par une journée ensoleillée, vous allez vous retrouver dans une solution comme celle-ci. Eh bien, imaginez que vous êtes en train de retoucher des photos plutôt sombres, voire des photos astronomiques, la Lune, les étoiles, on va en voir tout à l'heure. Eh bien, vous allez avoir tendance à ne pas trop insister sur le réglage des noirs parce que votre image va vous montrer des noirs très tôt parce que le gamma de l'œil, devant votre configuration donc extérieure, réglage de l'écran, va vous offrir une image très contrastée naturellement. Alors que si vous regardez la même image chez vous le soir, alors qu'il fait nuit dehors, vous avez ouvert une petite lampe de poche, une lampe de chevet auprès de votre écran, eh bien, vous allez vous dire, mais mon image, elle n'est pas du tout assez contrastée. Et voyez toute la difficulté que nous avons, et moi, c'est pour ça que je suis ravi de faire ce webinaire ce soir, parce que je regarde comme beaucoup des images sur Instagram, sur les réseaux sociaux et des vidéos, et combien de fois je vois des vidéos dont les noirs sont complètement bouchés, ce qui veut dire que la personne qui a fait le montage de sa vidéo
n'a pas fait attention au partage de cette vidéo. Il était dans une certaine configuration chez lui. Chez lui, il avait l'impression que l'image était vraiment belle et qu'il y avait des noirs, des blancs et un très beau contraste du modelé dans les parties sombres. Et bien, quand on le regarde chez nous, donc moi sur mon écran qui est calibré dans un environnement qui est entre guillemets normalisé, je vais voir ces vidéos extrêmement bouchées. Donc vous voyez, cette chose complètement anodine comme ça, la densité du noir, on dit mais qu'est-ce qui prend Arnaud de vouloir parler de ça? Eh bien, c'est venu de l'idée que j'observe de plus en plus d'images. Alors, et on va reparler ensuite de l'astronomie, je vous montrerai après avec des images concrètement. Combien de fois j'observe des images astronomiques où le fond de ciel est gris? Donc, je me demande qu'est-ce que la personne qui l'a photographié, qui la partage, a vraiment vu. Je vois que son fond de ciel est gris et non noir, alors qu'on s'attendrait à ce qu'une photo du ciel, au moins le fond de ciel soit noir. Eh bien, je pense que ça dépend beaucoup aussi de l'environnement dans lequel et du réglage de l'écran. On en parlera un petit peu plus tard, de quelques préconisations que je vous ferai sur l'environnement lumineux dans lequel vous devez travailler et sur le calibrage de votre écran. Donc voilà, ayez vraiment toujours à l'esprit, l'œil est très particulier, vraiment singulier, un gamma qui s'adapte en permanence, instantanément à des configs. Et voilà pourquoi je voulais vous montrer cette image également. Regardez cette image qui est une image ici à gauche normale, c'est une seule prise de vue. Donc j'ai pris une photo en format RAW avec un boîtier Nikon. Pourquoi Nikon? Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un capteur Sony. Alors, les capteurs Sony sont les capteurs qui aujourd'hui offrent le plus de dynamique quand on retouche. La dynamique, c'est quoi? C'est quand on arrive à calculer le nombre de diaphragmes qu'il peut y avoir entre une partie très sombre de notre image et une partie très claire. Eh bien, aujourd'hui, sur les capteurs du marché les plus performants, on arrive environ à 14 diaphragmes. Or, ce qui est intéressant, bah oui, mais l'œil, dans les mêmes configurations, combien l'œil aurait été capable de voir dans une journée comme celle-ci ensoleillée? Eh bien, on se rapproche des 17 diaphragmes. Donc, je rappelle qu'à l'époque où on travaillait en argentique, avec du noir et blanc, on était autour de 10 diaphragmes seulement. Après, on pouvait moduler selon la façon dont on développait le film et on tirait le film et le grade du papier, on pouvait moduler et pouvoir grimper jusqu'à 12 diaphragmes. Mais vous voyez qu'en numérique, on a une base beaucoup plus large qui se rapproche de la dynamique extrême d'un 21 juin en plein soleil que l'on est capable de percevoir. Mais si on regarde mon image, on se dit, bah oui, mais les blancs sont complètement cramés et ces noirs sont quand même très sombres. Avec les miracles de la photo numérique, on peut donc combiner des photos où je vais faire en sorte de récupérer de la matière dans les parties sombres, donc à droite de mon image. Je vais récupérer de la matière dans les parties cramées. Je vais compiler tout ça. Je vais obtenir 17 ou 18 diaphragmes techniquement. Mais vous voyez bien sur cette image de droite que si je compte le nombre de diaphragmes, j'ai bien récupéré le même nombre de diaphragmes que je voyais dans la réalité. Et pourtant, le rendu est un peu spécial. On dit un rendu HDR. Et bien ça, c'est dû à quoi? C'est que le gamma de l'œil, quand il était devant la vraie scène, n'était pas le même que le gamma de votre œil quand il regarde un écran. Et cette image-là, eh bien, si on revient à l'image précédente, on verra qu'elle ne sera pas perçue de la même manière si derrière notre écran, c'est très clair, avec un mur blanc très éclairé, ou voire une vitre en plein soleil, ou si on est le soir ou en hiver, quand on a seulement une lampe de chevet qui est allumée. Donc, vous voyez, là, il arrive à un moment où techniquement, on est capable de se rapprocher du nombre de diaphragmes qui est capable de voir l'œil. Oui, mais malheureusement, on n'est pas capable de jouer, ou alors très peu, un peu sur l'environnement lumineux autour de notre écran, mais on n'est pas capable de jouer sur le gamma de notre écran, sauf à relancer un calibrage avec des gammas successifs différents. Si vous régliez votre écran là avec un gamma le plus que vous pourriez avec votre sonde, eh bien vous verrez que cette image-là n'apparaîtra pas la même qu'avec un gamma de 2. Malheureusement, ce changement ne peut pas se faire à la volée et encore moins automatiquement sur nos écrans. Donc, on a ce rendu un peu spécial avec les images HDR. Pour moi, c'est un peu d'ailleurs toutes les limites des images HDR. Donc, un petit point, un petit aparté aussi à propos de la vidéo. Le but des normes Dolby Vision avec la norme Dolby Vision IQ, donc le plus haut de gamme dans les normes de diffusion vidéo, vous avez cette possibilité
de pouvoir vous adapter grâce à l'environnement lumineux qui est éclairé derrière l'écran, image par image dans le meilleur des cas. Vous avez la possibilité de changer, de modifier l'environnement lumineux de votre écran pour pouvoir vous adapter image par image. Donc, il faut que ça aille extrêmement vite. C'est pour ça que les films en Dolby Vision, non seulement sont en 12 bits, mais en plus, avec la norme IQ, ça va vous faire des fichiers colossaux qu'il va falloir diffuser. Le jour, on pourra diffuser ça à travers la fibre notamment. Ça va nous faire des fichiers colossaux parce qu'il faut une quantité d'informations colossales pour envoyer toutes ces informations qui nous permettront de voir des scènes très contrastées comme celle de droite, HDR, avec un rendu moins HDR sur un écran standard, vous voyez, qui fait une image un peu plate. Donc ça va être les gros enjeux de l'évolution des écrans vidéo. Donc en attendant, comment on fait? Eh bien, il faut essayer de couper la poire en deux pour avoir ni un rendu trop sombre et trop cramé, ni un rendu trop HDR. Et donc là, c'est très important d'avoir un écran bien calibré selon votre projet. Voilà, c'est ça, c'est des petits points que je voulais partager avec vous. On va revenir très vite fait. Tu peux zoomer un petit peu? Ah oui, pardon. Voilà. Les fameuses représentations des couleurs. Alors, vous voyez, dans l'espace, le fameux espace lab, c'est l'ensemble des couleurs. Je rappelle que l'espace LAB, c'est l'ensemble des couleurs qui est capable de voir un être humain. Donc, ça représente environ 8 millions de définitions de couleurs, environ. Et ça, c'est pour un œil normalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement personne sur Terre qui est capable de voir 8 millions de couleurs. La plupart des gens, d'après des spécialistes avec qui j'en ai discuté, sont capables de voir plutôt autour de 2 millions, 3 millions de couleurs en moyenne. Et jamais les mêmes. Et jamais les mêmes. Alors ça, c'est une représentation qui est fidèle à ce qui est capable de voir un œil standard. Comme la gestion des couleurs, c'est beaucoup de calculs, parce qu'il faut s'adapter à différents passages d'appareils ou d'écrans à d'autres, d'écrans à des imprimantes. Donc, il y a beaucoup de calculs à faire, exactement comme pour la monnaie, on appelle ça des conversions. Vous avez une certaine quantité d'argent dans votre poche, par exemple des euros, vous allez aux États-Unis, il va falloir convertir dans une autre monnaie, les dollars. Vous avez dans l'absolu la même quantité, vous pourriez acheter la même quantité d'or, mais d'un côté, vous aurez 100 quelque chose, et de l'autre, vous n'aurez que 60, par exemple. Donc 60, c'est pas 100, oui, mais comme ils se sont étalonnés sur le même le taux, le même étalon, ça revient au même en étalon qui est pour la couleur, non pas l'étalon or pour la monnaie, même s'il y a bien longtemps que ce n'est plus le cas. Pour la couleur, c'est l'espace lab. Donc derrière Photoshop, vous avez toujours quelque part l'espace lab qui traîne. Mais voyez, le problème de l'espace lab, c'est que c'est en LAB, ce qui ne nous parle pas du tout, parce que nous, on préfère travailler en rouge, vert, bleu. Ça nous parle davantage. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait d'autres physiciens, d'autres mathématiciens? Ils se sont dit, on va non plus représenter les couleurs sous cette forme-là, on ne va pas travailler sous cette forme-là, on va les représenter sous la forme d'un fer à cheval. Et vous voyez, ce fer à cheval, il est très intéressant là aussi, pour comprendre un peu comment l'œil fonctionne et comment les couleurs fonctionnent. La chose que vous pouvez observer, donc là, voilà, c'est vraiment à gauche, c'est le même nombre de couleurs qu'à droite, mais représentées différemment. Et ici, vous pouvez observer que la surface qui concerne le vert est 2 fois plus grande que la surface qui concerne le rouge ou le bleu. Et ça a une conséquence sur là on reviendra après, voilà, sur la façon dont sont fabriqués nos capteurs. Nos capteurs sont fabriqués avec des pixels qui voient la lumière en quantité, uniquement en quantité, donc en noir et blanc. Tu zoomes un petit peu dessus, Arnaud, s'il te plaît. À chaque fois, Merci. Voilà. Vous avez donc au départ un capteur, c'est en noir et blanc, et il y a quelqu'un qui a dit, bah oui, mais qui a levé la main et qui a dit, ça serait peut-être bien qu'on photographie en couleur. Et donc, il y a un monsieur qui est génial qui s'appelle Bayer, et c'est pour ça que cette fameuse grille qu'on met devant nos capteurs noir et blanc s'appelle une grille de Bayer, B-A-Y-E-R, et ils se sont dit, bah, ça serait bien de mettre du rouge, du vert et du bleu devant chaque pixel. Et là, il y a quelqu'un qui a levé la main et puis qui a dit, bah oui, mais il nous en reste un quatrième, qu'est-ce qu'on met? Ah bah, c'est pas compliqué, puisque dans la représentation XYZ, CIE, XYZ, la domination officielle, vous avez 2 fois plus de vert que de bleu et de rouge. Bon, on ne va pas se casser la tête. Hop, on va mettre un deuxième vert.
Alors, ce qui est intéressant aussi, puisque c'est que des calculs mathématiques, Jean Delmas, qui a écrit ce fameux livre là, sur la gestion de la couleur que j'aime beaucoup chez Erol, qui avait écrit un livre qui était très marquant en langue française, m'avait fait remarquer un jour en discutant, mais Arnaud, en fait, c'est que de la gestion de la couleur, et c'est que des calculs mathématiques, donc c'est que des fonctions mathématiques. On a ça au départ, on veut aller à ça, on met une fonction mathématique entre les deux, et donc en fait, on fait ce qu'on veut. Si on a fait des grilles de Bayer avec 2 verts, un rouge, un bleu, c'est intuitif, mais on aurait très bien pu faire 2 rouges, 2 bleus à la place, ça n'aurait rien changé. C'est juste la formule mathématique qui est derrière, l'association avec quelle couleur on l'a fait, qui aurait été différente. Et j'en veux pour preuve, chez Fuji notamment, vous avez des capteurs qui ne fonctionnent pas avec du rouge, vert, bleu, fonctionnent avec d'autres couleurs. Et donc, ça n'a aucune espèce d'importance sur le rendu final, puisque derrière est associée une fonction mathématique qui va remettre l'église au milieu du village. Un dernier petit aparté, donc ça permet de comprendre pourquoi nos images, quand on met une grille de Bayer, sont quand même un petit peu moins bonnes que des images noir et blanc qu'on filtrerait un coup en vert, un coup en bleu, un coup en rouge, ce que font les astronomes. Les astronomes, quand ils photographient, utilisent souvent des capteurs noir et blanc, et devant, entre leurs lunettes astronomiques ou leur télescope et le capteur, eh bien, ils ont une roue avec des différents filtres, des 3 couleurs primaires ou carrément sans filtre. Ils vont faire une première photo avec que de la luminance. Ils vont récupérer un maximum d'informations, les photons des étoiles qui sont si faibles. Et ensuite, ils vont faire 3 autres photos, en vert, en bleu, en rouge. Ce qui veut dire que chaque pixel, donc là, si je reviens sur mon petit pixel, ici rouge, ici vert, là, par exemple, imaginez que vous ayez photographié une étoile qui est rouge. Eh bien, si le pixel d'à côté, il a vu une information rouge, celui-ci aussi, pratiquement la même. Là, comme le capteur est vert, puisque c'est rouge, le pixel a pratiquement reçu aucune information. Eh bien, le pixel vert là, il va aller interroger les 2 pixels adjacents. Et dire, qu'est-ce que tu as vu toi? Moi j'ai vu du rouge. Et toi? Moi j'ai vu du rouge. Je devine donc que j'aurais dû, si j'avais été en rouge, voir du rouge. Mais je devine, c'est un calcul. Et donc, ça fait des images qui sont toujours un petit peu plus émoussées, un petit peu moins piquées. Et c'est pour ça qu'on a inventé dans nos boîtiers modernes le pixel shift. C'est ça. Vous avez, puisque nos capteurs maintenant sont stabilisés, donc ils sont mobiles, eh bien, vous avez la possibilité de demander à l'appareil photo de faire plusieurs photos où le capteur se décale très, très légèrement d'un pixel. Et comme ça, il va faire plusieurs photos de suite et il va pouvoir non plus interpoler, deviner la couleur qu'il aurait dû photographier, il va vraiment avoir la vraie information colorée grâce à ça. C'est un processus un peu plus long, ça fait des images plus lourdes, mais ça fait des images toujours nettement plus détaillées parce que l'information est réelle. Voilà, petit aparté également sur le pourquoi du comment à propos de nos capteurs. Voilà. Donc, ce que je voulais maintenant vous montrer, c'est ça. Attends, voilà avant qu'on aille plus loin, donc tu parlais des bouquins de Jean Delmas. Donc chez Erol, la gestion des couleurs pour les photographes, c'est une version light. Et puis il y a le gros livre, la gestion des couleurs tout court, qui est un petit peu plus cher mais plus complet. Avant qu'on aille, avec le bouquin de Bruce Fraser aussi qu'il avait écrit sur la gestion des couleurs. Un bouquin extraordinaire qui m'avait beaucoup apporté, et qui avait été traduit en français aussi, que je garde précieusement. 2 livres, si on s'intéresse à la gestion de la couleur, 2 livres à lire qui sont vraiment passionnants, très complexes dans leur partie vraiment sur les fonctions mathématiques. Mais si vous voulez connaître toutes les fonctions mathématiques et le pourquoi on invente un espace couleur lab, un espace couleur CIE XYZ, pourquoi on invente l'Adobe RVB 98, pourquoi on a inventé le sRGB. Toutes ces choses-là sont expliquées parfaitement dans ces 2 bouquins. Super. Dès que tu auras fait la partie avec cette image, je te propose qu'on fasse le petit sondage dont on avait parlé tout à l'heure. Donc là, voilà, là, vous voyez ma configuration écran, pratiquement celle que j'ai actuellement. Je voulais juste vous faire remarquer que voilà, le mur que j'ai derrière mes écrans a été peint dans un gris moyen, le fameux gris Kodak, 18%. Il réfléchit 18% de la lumière. Là aussi, je vais revenir là-dessus, voilà, sur cette image-là. Regardez ici, quand mon œil, quand j'envoie, à mon œil 50% de la lumière, vous voyez,
ici, j'en vois 50% de la lumière. Je pourrais m'attendre à ce que mon œil voit 50% de lumière. Eh bien non, je descends, 25%. Donc, vous voyez, ça va dépendre de la courbe. Mais si vous prenez une courbe avec un gamma à 2,2 ici, j'arrive sur 18%. Le grid Kodak neutre réfléchit 18% de la lumière parce que le gamma de l'œil, dans certaines configurations, est de 2,2. Et quand on a un gamma, donc quand on est dans une configuration où notre œil est placé dans une configuration où, quand un écran affiche un gamma à 2,2, eh ben, il va percevoir un gris étant moyen, c'est-à-dire parfaitement entre du blanc et du noir, et pourtant ce gris réfléchit seulement 18% de la lumière. Voilà, ça aussi, ça permet, voilà, cette courbe de gamma permet d'expliquer ce fameux gris que j'ai mis derrière mon bureau pour me mettre dans une configuration moyenne, standardisée, ni blanche ni noire, et qui me permet de retoucher avec un peu plus de tranquillité mes images, notamment mes parties sombres, pour savoir jusqu'où je mets le curseur du noir. On va le voir maintenant avec des images, mais juste avant, je redonne la parole à Hervé pour le sondage, mais on va voir l'importance, quand on retouche une image, notamment les parties sombres, de ce fameux mur gris derrière mes écrans. Très bien. Donc, tout simplement, un petit sondage, parce que c'est toujours bien de prendre la température. Là, on n'est pas sur la température de couleur, mais on est bien sur comment vous percevez le mot noir ou black, puisque beaucoup d'entre vous parlent aussi l'anglais. Petit sondage, et vous avez donc quelques secondes pour répondre. Vous pouvez cocher plusieurs cases. Quand vous entendez le mot black ou le mot noir, ça vous fait penser à quoi? Donc, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des options suivantes. Back to Black, Amy Winehouse. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est le Johnny National. Men in Black, Black Mirror ou Black is Back, si vous êtes un fan de hard rock et de CDC. J'ai dû regarder un reportage sur ACDC, sur Arte hier, il y avait un reportage sur eux. Et c'est là que j'ai appris, que j'ai vu, ah oui, et je sais donc à quoi ça fait référence d'ailleurs. Alors, on laisse les personnes répondre. Vous avez vu le bouton pour participer, j'espère? Voilà, sur mon écran, moi je ne l'ai pas, mais Et on a vous vu pendant envoyez. les préparatifs Non, mais que moi j'ai un deuxième ordi, tu sais, en mode ah oui, je vais vérifier, d'accord. mouchard en fait, et ça marche très bien. Donc j'espère que c'est le cas pour tous les autres aussi. De toute façon, moi je ne suis pas censé non plus. Voilà. Bon, oula, il n'y a que 55% de votants, ça va pas là, il m'en faut un peu plus. Alors, est-ce que vous avez vu, vous devez cocher des cases et faire envoyer. Bon, on va se contenter de le 65%, on y est presque. On avait plus de participants quand on posait des questions directement liées à Ouais, la je photo sais, et je non pas la sais. musique. Allez, je ferme le sondage et je partage les résultats. Et effectivement, je pense que toi, tu ne vas pas les voir, mais c'est pas grave. Donc, 52% noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. C'est arrivé Ah bah, en premier. Black is back, donc d'ACDC, 27%. Avec Men in Black à 30%, donc qui était deuxième en fait. Et puis 21% Back to Black pardon, de Amy Winehouse. Et Black Mirror, par contre, c'est moins répandu que 18%. Mais je masque maintenant les résultats et on va continuer ta présentation. Alors, il y a pas mal de questions sur l'importance de l'environnement. Tu as bien expliqué la couleur ici de ton mur. la non-couleur. Et voilà. C'est-à-dire que c'est un gris neutre. Et quand on dit Voilà. neutre, ça veut dire qu'il n'a pas de teinte autre que quelque chose qui se situe entre le noir et le blanc. Et pour Il nous, réfléchit à égalité les ondes rouges, vert, bleu, tout le spectre lumineux. Quand j'envoie de la lumière blanche sur le mur, la totalité de cette lumière est renvoyée de manière équilibrée entre les ondes, les photons bleus et les photons rouges, et donc ça. juste absorbée en partie, donc à 18%. Il y en a, mais moi je le perçois comme 50%, donc une certaine quantité égale dans Non, le attends. bleu, le rouge, le vert est absorbé. Et donc ça m'apparaît Gris, comme parfaitement
sans dominante, mais plus sombre que de la lumière blanche. Le gris neutre dit gris neutre Kodak, c'est Le fameux 18% de réflectance. réflectance. C'est un autre domaine. Donc ça, c'est ce qu'on utilisait pour la photo argentique, qu'on peut toujours utiliser pour faire une balance des blancs sur son boîtier. On a, il faut le savoir, des résultats un tout petit peu meilleurs lorsqu'on travaille avec des boîtiers numériques, avec un gris neutre plus clair, qui est celui-ci. C'est un tout petit peu meilleur. C'est pour ça que de plus en plus, vous verrez que pour faire la balance des blancs, ce qui n'est pas recommandé, c'est le gris neutre 18% qui marche quand même. Et c'est un gris neutre un tout petit peu plus clair. Mais là, comme l'expliquait Arnaud, la référence et le plus important, c'est qu'il faut que ce gris soit neutre, c'est-à-dire qu'il se comporte de la même manière, quelle que soit la couleur, il va renvoyer la même quantité de lumière. Voilà, ça c'est vraiment important. Ce qui veut dire que quand j'ai choisi ma peinture, je n'ai pas pris une peinture premier prix qui me semblait être à peu près grise. J'ai pris un petit peu plus, j'ai fait un peu plus d'attention sur la qualité du gris que j'ai peint derrière moi. Parce que ça influence beaucoup la perception si vous avez une couleur derrière votre mur. Alors, donc là, on ne parle pas ni du blanc ni du noir ou idéalement du gris, mais là, imaginez que vous ayez un mur avec une couleur, du rouge, du vert, peu importe, papier peint ou autre, ou même un fond vert parce que vous auriez une baie vitrée, mais pas trop lumineuse, mais avec beaucoup de végétation derrière, ça va forcément influencer votre perception des couleurs devant votre écran. Donc, plus votre arrière-plan, alors vous voyez, d'autant plus que là, je suis dans une configuration 3 écrans, un écran art graphique haut de gamme au milieu et des écrans plus entrée de gamme à droite et à gauche. Donc, je n'ai pas mis de casquette. Et d'où l'importance encore plus cruciale de la couleur du mur derrière moi et le fait que ça ne soit pas une fenêtre, parce que je n'ai pas pu mettre de casquette. Avec une casquette, on limite énormément l'impact de l'extérieur si on regarde un écran, évidemment. Très bien. On passe au point C'est pour suivant. ça que c'est pas un gadget. Hein. Là aussi, c'est pas du tout pour frimer quand on est dans un labo, quand on est retoucheur. Réellement, ça a beaucoup d'influence sur la façon dont on perçoit son écran, les dominantes de notre image, et donc l'influence que peut avoir tout notre environnement de travail en termes de luminosité et de couleur sur la retouche d'image. Très important. Pas mal de questions sur le type d'éclairage que tu as dans ta pièce. Alors, maintenant c'est à LED. Donc j'ai essayé plusieurs lampes. Alors pour vraiment quand j'ai envie de faire les choses correctement, j'ai des lampes avec un éclairage standardisé. Donc là, la Graphilight de Calibrite qui m'éclaire en ce moment avec un éclairage standardisé. Qu'est-ce qui veut dire standardisé? Veut dire avec un indice de reproduction des couleurs. Vous savez que chaque ampoule, tant qu'elles étaient tungstène, ce qui est interdit maintenant avec les normes européennes, l'avantage de ces lampes, c'est qu'elles avaient une dominante plutôt chaude, elles faisaient une lumière plutôt orange, mais par le procédé de fabrication de la lumière, elles avaient l'avantage de reproduire la lumière de manière continue. Il y avait une dominante vers les rouges, mais il y avait aussi du vert et du bleu émises par ces ampoules tungstène ou halogène, mais c'est le même principe. Maintenant qu'on est passé à des lampes LED, la reproduction des couleurs est beaucoup moins étalée dans tout le spectre lumineux. On va avoir des pics. Si on regarde ça avec des appareils très spéciaux et qui analysent le spectre de la lumière émise par des lampes LED, on peut avoir des pics et donc des trous. Et ces trous vont faire que la qualité de reproduction des couleurs de cette lumière va être nettement moins bonne. Notre cerveau, certes, va bosser pour essayer de remettre le blanc à sa place du blanc. N'empêche que sur certaines couleurs, vous allez avoir une perception différente selon la qualité de l'éclairage qui va éclairer cet objet. Et donc, pour mesurer la qualité de la lumière, on a inventé la notion d'indice de reproduction des couleurs, IRC. Une ampoule LED vraiment banale qu'on peut trouver dans un magasin de bricolage, on va être autour de 80, un indice d'IRC de 80. Donc, on va vous dire qu'on est vraiment très loin. Un très bon indice de reproduction des couleurs, c'est au minimum 95. Donc, je me sers, moi, de la Graphilight ou de son équivalent dans la grande marque de papier Ilford, là, qui viennent de sortir. Donc là, je suis éclairé par une Graphilight de Calibrite, ce qui me permet d'avoir un très bon IRC pour vraiment ne pas être influencé par un mauvais éclairage. Donc après, quand j'ai vraiment besoin d'éclairer l'ambiance de mon bureau sans faire spécifiquement de la retouche,
Et donc là, je n'éclaire pas des tirages, par exemple. J'ai des ampoules LED, mais de très, très bonne qualité que j'ai achetées. Donc, pour vous dire, là, on n'est plus à 7 euros, on est à 50 euros l'ampoule, parce que justement, j'ai pris soin de vérifier l'indice de reproduction des couleurs des ampoules qui éclairent l'ensemble de ma pièce. Mais vraiment, quand je fais un travail de retouche ou d'impression, hop, c'est la Graphilight qui éclaire ou l'Ilfolux de Ilford. C'est forcément une lampe comme ça qui va éclairer mon tirage ou bien mon environnement de travail pour pas être, là encore, influencer l'air de rien par l'éclairage de ma pièce. Surtout vraiment une Graphilight, aujourd'hui, on est dans une centaine d'euros. C'est vraiment des budgets qui sont maîtrisés. Il fut une époque où les cabines de contrôle, on parlait de cabines à plus de 600 euros avec des tubes extrêmement précis, des Just Norlicht qui permettaient d'avoir un indice de reproduction des couleurs de très très haute qualité. Mais là, on parlait de cabines entre au minimum 600 euros. Là, on arrive à avoir quelque chose de plus que correct autour d'une centaine d'euros. Donc, je trouve que ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est pas très très gros, ça peut se transporter, ça peut s'emmener. Donc, c'est vraiment super. Ai-je répondu? Je crois. Hervé? On a perdu Hervé. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro par erreur. Je viens de partager les informations sur les livres de Jean Delmas, parce qu'il y avait pas mal de personnes que ça avait l'air d'intéresser, ainsi que les informations que je crois avoir partagées à tous. Oui, c'est le cas sur la Graphilight avec le lien si c'est un produit qui vous intéresse. Comme ça, vous avez le prix et la possibilité de les commander chez Graphic Réseau. D'ailleurs, je révèle pas tout, mais on vous expliquera comment vous pourriez en gagner une cet été. Surprise, exactement, exactement. Donc là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment. Donc je vais changer mon écran et je vais aller sur l'écran principal. Nous allons faire un petit tour dans Photoshop à partir de fichiers. Je vais ouvrir cette photo. Voilà. Donc là, vous voyez une photo qui est la couverture d'un livre. C'est bon là, Hervé? On la voit très bien. D'ailleurs, si tu es d'accord, moi je vais vous le montrer, le livre, puisque je l'ai. C'est un livre qu'Arnaud a publié avec une autrice qui s'appelle Caroline Drion et qui s'appelle Clermont-Ferrand, Patrimoine et Architecture. Et c'est ce livre qui m'a fait penser à la thématique de ce soir, c'est la densité des noirs. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, mais aussi sur le livre, eh bien, ça crée un premier plan qui est assez intéressant avec un effet un petit peu d'ombre chinoise. Et ensuite, on voit les différents plans derrière qui se déploient derrière donc ce filigrane en noir. Et je trouvais que c'était intéressant et que pas mal de photographes peut-être vont être intéressés par ce que tu vas nous raconter maintenant. Voilà. Alors, surtout, ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire que c'est un endroit que j'avais repéré à Clermont-Ferrand et je m'étais dit, donc il y a possibilité d'avoir cette cathédrale dans l'axe avec une ombre chinoise à certains moments de l'année. Donc, j'y suis allé autour de ce moment-là. Donc, après, il faut un peu de chance au niveau météo, mais c'est une photo que j'ai préparée dans ma tête longtemps en amont. C'est une photo, avant de la prendre, j'ai mis plus d'un an après avoir repéré l'endroit. Mais ce qui est le plus intéressant, j'espère, en tout cas je crois, c'est qu'est-ce que j'ai pris en photo? Eh bien, regardez, là c'est la photo avec les curseurs qui ont été déplacés. Voilà. Vous voyez, j'ai déplacé tous mes curseurs. Mais comment j'ai pris cette photo? Donc, on va revenir au fichier original. Et ben voilà. Donc ça, c'est le fichier original, il faut que les gens se rendent compte. Et en fait, donc évidemment, vous aurez compris que là, on reparle de la dynamique du capteur. J'ai évidemment un peu plus d'informations dans la réalité que ça, mais je suis malgré tout loin de ça. Mais moi, c'est ça que je voyais, c'est ça que j'avais dans ma tête, c'est la photo que je voulais faire. Or, pour faire cette photo, je me suis dit, alors deux choses qui vont être intéressantes, c'est que vous savez que les capteurs, quand on va les assombrir, donc quand on a pris suffisamment de matière première à la prise de vue, on a légèrement surexposé, on sait que quand on va essayer de chercher à assombrir une photo, on ne va pas avoir de montée de bruit dans le fichier. Or, si on part d'une photo trop sombre au départ, donc si vous avez la photo, si j'avais pris le temps de pause immédiatement, voilà, quelque chose de beaucoup plus sombre, immédiatement,
eh bien là, j'aurais été obligé d'éclaircir certaines parties. Dès que vous éclaircissez un fichier, vous faites monter le bruit. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est très bien expliqué dans le bouquin de Bruce Fraser d'ailleurs, sur Camera Raw. Voilà, dès que vous éclaircissez une photo, c'est exactement la même chose que quand vous montez le son sur un amplificateur. Si vous montez un peu, c'est plus fort, et quand vous montez trop fort, ça sature. Eh bien, la saturation pour une image, c'est quoi? C'est du bruit. On invente des pixels qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas photographiés, et du coup, on a une soupe de pixels informe. Pour éviter ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une photo légèrement surexposée parce que je savais où je voulais l'emmener là. Donc, j'ai considérablement assombri mon image sans faire monter le bruit. Et la chose la plus importante, donc là, il faudrait que vous soyez évidemment à côté de moi, c'est la gestion de la profondeur des noirs. Est-ce que je cherche à avoir des noirs absolus dans toute la partie basse de la photo, ou est-ce que je vais conserver encore à certains petits endroits une information encore très légère? Eh bien ça, tout va dépendre de la perception que vous allez avoir de cette zone-là et du niveau de détail pour le juge de paix. Et là, alors là, vraiment, c'est très important. Là, j'ai envie de vous dire, vous connaissez toute ma prose, ça fait 20 ans que je parle de la gestion de la couleur sur mon site. J'ai montré à quel point j'étais vraiment passionné par ce sujet et à quel point je pouvais me détacher des marques et de la publicité, du sponsoring qui pouvait éventuellement nous faire comme ce soir avec BenQ. Mais réellement, je peux vous assurer que pour régler correctement le noir d'un écran, eh bien, il n'y a pas mieux qu'un écran art graphique comme le fameux BenQ SW240 si vous voulez maîtriser votre budget. On parle d'un 24 pouces, d'un écran 24 pouces art graphique avec un avantage qui est vraiment précieux pour faire ce genre de travail, c'est la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le calibrage hardware. Hervé vous mettra sûrement en lien un précédent webinaire où on a parlé du calibrage hardware pour les écrans. Tous les écrans ne sont pas capables de le faire, que certains écrans haut de gamme, dont ce fameux, donc le SW240, la série SW chez BenQ, des écrans haut de gamme, non seulement par la qualité de reproduction de leurs couleurs, bien entendu, mais aussi la possibilité de pouvoir contrôler le fameux affichage du noir, donc le ratio de contraste que vous affichez sur votre écran, et très important, la qualité du gamma. Quand vous demandez un gamma à 2.2 sur tous les écrans, plus entrée ou moyenne gamme, je peux vous garantir que vous avez très rarement, voire exceptionnel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le garantir, vous ne pouvez pas en être certain, quand vous demandez 2.2, vous n'avez pas un gamma à 2.2. Ce qui veut dire que les noirs que vous allez avoir sur votre fichier ne vont pas être reproduits comme il faut. Ils vont être plus clairs ou être plus sombres selon ce que votre écran, mais vous ne savez pas si votre écran est correct, vous ne savez pas si votre écran, vous voyez une image, vous vous dites là je vais m'arrêter, je vais arrêter de développer mes curseurs, mais qui vous dit que si vous m'envoyez l'image ou si vous envoyez l'image à un copain qui a un écran art graphique calibré comme il faut, est-ce que lui va percevoir la même chose? Donc il y a un moment quand on veut être précis dans ces retouches très sensibles, il n'y a pas à tortiller, il faut un écran art graphique. Pourquoi? Pour le calibrage hardware notamment. Et la qualité d'un gamma A2.2, si on veut un gamma A2.2, d'être certain d'avoir un gamma A2.2. Donc voilà, je vais montrer avec une autre photo. Annuler les modifications, oui. Voilà, cette photo-là. Une photo de la Lune qui a servi pour annoncer le webinaire. Et bien là encore, je vous le donne en 1000. On va voir comment j'ai vu les choses. Vous voyez, c'était très sombre. Mais évidemment, donc la pleine lune, malheureusement, là, le rapport de contraste est trop important entre la pleine lune et mon fond de sujet, là, mon premier plan. Donc, j'ai retouché mon image de manière à avoir ça, avoir un noir vraiment très profond. Eh bien, là, si on regarde les valeurs, quand je mets ma pipette ici, si vous regardez les valeurs en haut, on voit que qui s'afficheront ici. Vous voyez que je suis pratiquement à 0. 1, 1, 3, on peut considérer que je suis à 0. Sur cette image-là, j'aurais pu travailler à la pipette, même sur un écran moins haut de gamme, c'est une image que j'aurais pu rendre. Autant sur l'image précédente, indispensable d'avoir un écran haut de gamme pour pouvoir être précis dans le niveau de détail que je veux dans cette partie si fragile, si sensible que sont les très basses lumières. Sur une image comme celle-ci, là, évidemment, j'aurais pu la travailler sur un écran un peu plus entrée de gamme, sans conséquences vraiment importantes. Mais voyez, le avant-après, j'ai une perception dans ma tête, quand je vois la scène,
Je vous ramène à la version. Voilà, j'ai ça, mais dans ma tête, j'ai ça. Et donc là, toujours pareil, je préfère légèrement surexposer. Pour moi, c'était pas très important qu'il y ait un niveau de détail sur la Lune pour cette photo-là. Et donc, j'ai préféré éclaircir. Pourquoi? Pour éviter la montée de bruit dans mon image. Voyez, regardez, la douceur dans le fond de ciel que je vais avoir, malgré le fait que j'ai beaucoup trituré mon image, c'est parce que j'ai une image qui est légèrement surexposée. Je la sous-développe, ça ne fait pas monter de bruit. Tu travailles Et dans Lightroom, là, on est d'accord. moi, dans Bridge, moi, je travaille dans Bridge Ah, et dans Photoshop. non, mais là, dans quoi tu traites tes Moi, images? j'ai Camera Raw, donc dans Camera Raw, qui est l'équivalent exactement D'accord, de l'onglet développement de Lightroom. C'est rigoureusement les mêmes outils. C'est d'accord. rigoureusement les mêmes outils. Là, je vais vous prendre maintenant une photo astronomique que j'ai prise. Donc, si vous avez vu, à côté de mon écran, derrière moi, vous aviez mon boîtier photo. Et donc, c'est une photo que j'ai prise là avec une optique Leica, la finesse des étoiles les plus fines, très très fines. Sinon, beaucoup de photos qui sont sur mon site sont prises avec un nouveau téléobjectif que je viens d'acheter, un Sigma 60-600, très bon, pas aussi bon qu'une optique Leica, mais très très bon, et qui va me permettre de faire une autre photo que je vais vous montrer juste après. Vous verrez le niveau de détail qu'on peut obtenir aujourd'hui avec nos capteurs numériques et une très bonne optique quand c'est bien traité, bien développé. Là, pourquoi je vous montre cette photo? Pourquoi elle est intéressante? Parce que, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais à la maison, c'est flagrant. Mon fond de ciel ici n'est pas noir, il est rougeâtre. Il est rougeâtre, pourquoi? Mais ce qui est bien, c'est que dans mon environnement à la maison, comme j'ai un mur qui est parfaitement neutre derrière mon écran, que mon fond d'écran dans Photoshop est gris neutre, eh bien, ça me permet de percevoir beaucoup plus facilement si jamais mon fond de ciel a une dominante. Imaginez une seconde que derrière mon écran, j'ai beaucoup de lumière, voire de la lumière qui est soit jaune, soit très chaude, soit verte, soit bleue, peu importe ce que vous auriez derrière, ça va influencer votre perception de l'image et donc du fond de ciel. Là, je perçois, même avant de déposer ma souris, que mon fond de ciel est rougeâtre. Il est rougeâtre pourquoi? À cause de la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, même là, là où j'habite, alors évidemment, c'est beaucoup moins catastrophique en région parisienne, dans les grandes villes ou quand j'habitais à Clermont-Ferrand, où là, le ciel aurait été carrément rouge ou orange. Là, je vais essayer de vous montrer si… non, ça ne marche pas sur cette photo-là. Il faut que j'aille là. Je vais aller dans l'arrière-plan. Je vais vous remontrer comme ça. J'espère que je vais pouvoir… Voyez, voilà. Là, j'espère que vous percevez mieux. Donc, évidemment, il y a de la montée de bruit. Là, on est sur des images astronomiques. Il faut des temps de pause extrêmement longs. Ça, c'est une photo où j'ai compilé 5 photos de 3 minutes pour avoir un total de 15 minutes. Là, on ne parle pas de 15 secondes, on parle de 15 minutes. Temps pendant lequel mon appareil photo est posé sur une rotule spéciale, on appelle ça une monture équatoriale, qui a la particularité de tourner exactement à la même vitesse que la rotation de la Terre pour compenser le mouvement des étoiles, de manière à avoir des étoiles très très ponctuelles. Donc ça, c'est possible qu'avec un accessoire un peu spécial, une rotule spéciale, une monture équatoriale. Mais vous voyez, même à la campagne, eh bien, il y a quand même la pollution de Lyon qui est à 100 km, de Clermont-Ferrand qui est à 50 km. Et si je n'y prends pas garde, eh bien, je vais avoir un fond de ciel qui va être légèrement rougeâtre. Donc, vous voyez, et si je veux absolument qu'il soit noir, le problème, regardez ce qui se passe sur ma nébuleuse. Quand je veux absolument que mon fond de ciel soit parfaitement noir, le problème, c'est que c'est au détriment des très belles nébulosités faibles qu'il y a autour de cette nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse d'Orion, M42 pour les connaisseurs, une très belle nébuleuse qu'on peut voir, qu'on peut percevoir aux jumelles l'hiver et qui est assez facile à photographier. Eh bien, regardez ce qui se passe. Regardez sur les extensions. Vous voyez, j'ai plein d'extensions de ma nébuleuse qui vont finir par s'estomper. Si je veux sacrifier absolument mon noir pour qu'il devienne noir, pour éliminer ma dominante rougeâtre, eh bien, je vais être obligé de trop assombrir les extensions de ma nébuleuse pour pouvoir avoir un ciel vraiment très noir. D'où l'importance d'avoir un écran qui soit le mieux calibré possible et un environnement qui soit le plus neutre possible pour vous éviter d'aller déplacer les curseurs trop loin de manière à conserver du détail dans votre nébuleuse. Vous voyez, une photo aussi spécifique et aussi technique et aussi difficile que la photo astronomique nous amène à nous poser des questions.
Et donc, c'est amusant quand j'ai commencé à faire de la photo astronomique et je m'intéressais donc à la gestion de la couleur et à toute cette problématique depuis longtemps. Et c'est là que j'ai perçu à quel point ça devenait si essentiel pour faire ce type de retouche. C'est Voilà. chouette. Et je vais vous finir avec la photo de la Lune pour vous montrer à quel point. Donc ça, c'est une photo qui a donc été faite avec le 60-600 Sigma et mon boîtier Leica, là, 50 millions de Vas-y, pixels. prends-le, montre-le un petit peu plus près de ta webcam, le boîtier. Les gens, ils aiment bien voir un peu le matos. Voilà. Vous percevez bien, c'est bon? Donc voilà, 60-600. Ce qui est impressionnant, c'est quand on va débloquer, déloquer. Tac. Voilà. Là, on va avoir une extension 600 mm. Donc, il faut toujours reloquer pour pas que ça glisse, parce que des fois, quand on photographie vers le zénith, voilà, donc il faut reloquer. Et voilà, vous avez un bel ensemble. Ça, c'est vraiment, avec 50 millions de pixels, l'équivalent d'une lunette astronomique. On peut faire de la photo astronomique, certes avec une monture spéciale, quoique la Lune, non. La Lune n'en a pas besoin de monture spéciale. Il faut bien choisir son temps de pause, parce que la Lune bouge, évidemment, pendant qu'on essaie de la photographier. Mais ce genre de photo astronomique peut être réalisé sans matériel astronomique à proprement parler. Moi, c'est ça qui me plaît. J'aimerais bien peut-être un jour faire un site que j'appellerais Le ciel dans mon jardin. Certes, c'est un objectif que plein de photographes animaliers peuvent acheter, photographes ou d'architecture peuvent acheter. Donc, ce n'est pas un appareil spécifiquement astronomique. Et regardez le niveau de Et donc, détail que j'ai. un instant, Arnaud, excuse-moi. Ouais. Donc, la photo que tu nous présentes, elle a été prise exactement avec ce matos. Voilà, regardez ici les C'est données pas une ici. photo de la NASA, c'est une photo de Arnaud Frisch. Voilà, regardez les fichiers ici, Leica SL2, donc 50 millions de pixels, l'objectif 60-600 à 600 mm de focale. Voilà. Et là, je suis à 100%, j'affiche mon image à 100%. Vous voyez le niveau de détail, Clavius, plein de cratères. Donc ici, vous avez la mer des Tranquillités. C'est ici que Neil Armstrong a posé le premier pas sur la Lune en 1969, dans cette mer-là. La célèbre mer des Crises ici. Et un certain nombre de cratères très connus que les astronomes connaissent vraiment bien. Et eux, avec des télescopes, l'objectif, ça va être de viser uniquement ce cratère-là, Clavius, pour voir les tout petits et fins cratères qu'il y a dedans. Vous avez une autre, voilà, là-dedans, là, vous avez comme une espèce de vallée. Au fond de cette vallée, il y a une autre micro-vallée. Là, pour l'atteindre, pour la photographier, il faudra des télescopes de très gros diamètre. Donc, au lieu d'avoir une focale de 600 mm, on va attaquer les 2000 mm, 4000 mm de focale. Et donc là, il faut acheter des télescopes, vraiment du matériel astronomique pour avoir des focales aussi longues. Mais Et d'un voilà. point de vue graphique, ici, ce qui nous intéresse, c'est justement le jeu, en fait, entre le noir et les espaces éclairés. Et les espaces éclairés. Donc là, c'est une photo. Si je regarde ici, je mets ma pipette, on voit que je suis à 0. Donc là, j'ai un noir. Donc voilà. Là, typiquement, sur cette photo-là, en revanche, la gestion du noir, la qualité du noir et donc l'environnement de travail ne va pas jouer. En revanche, il va jouer sur ce qu'on appelle le terminateur. Le terminateur, c'est cette petite zone où les cratères sont très marqués parce que la Lune est éclairée vraiment par la tranche. Et donc, Oui, c'est une cette lumière partie-là, rasante. la lumière rasante. Or, là, par exemple, si je regarde ici, est-ce que je vais, voilà, si je renforce les contrastes, vous voyez, je peux voir davantage de cratères, je diminue le contraste, je vais voir davantage de cratères, mais je vais éteindre, entre guillemets, la Lune. Donc, pour faire un réglage précis du niveau de contraste, du niveau de récupération des tons clairs, voyez, pour essayer de faire une vision de la Lune qui se rapprocherait de la vision que j'aurais quand le premier quartier de Lune est au zénith. Une très belle nuit, vous avoir une Lune qui est très lumineuse, vraiment très intense. Et bien pour se rapprocher de cela, il va falloir que je joue sur le contraste, sur les tons clairs. Et au terminateur, vous voyez, j'ai la possibilité de jouer avec les tons foncés, mais est-ce que j'éteins mon terminateur ou est-ce que je le fais venir? Voilà. Eh bien, cette qualité de retouche va être facilitée si vous avez un écran qui affiche ces différents gris comme il faut, entre guillemets, bien entendu, comme il faut, entre guillemets. Dans Voilà, les règles de l'art. vous pourriez être sur un écran où vous allez avoir ça, voilà, et vous allez vous dire, bah non, il faudra que je l'éclaircisse. Mais imaginez que votre curseur, il est déjà au maximum et que c'est juste parce que votre écran n'est pas correctement réglé. Donc, il y a un moment, bah, on n'en sait rien, c'est du pifomètre.
On a l'impression que chez soi, bah, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et puis après, bah, on partage l'image avec les copains, puis on voit, mais c'est vraiment autant mettre un cierge à Lourdes, c'est vraiment, bah, on verra bien qui c'est qui a raison. Donc, il y a un moment, il y a une espèce de juge de paix qui s'appelle des écrans art graphique correctement calibrés et qui permettent de garantir, avec une certaine sécurité, un gamma A2.2 et un niveau donc de reproduction correct des différents gris. Là où je vous rappelle, tout à l'heure, on disait à propos des courbes de gamma et donc l'œil qui est très sensible à des petites variations dans les parties sombres. Et donc, quand on éclaircit un tout petit peu, on a vite une répercussion. Et bien, donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi sur son écran. Et donc, d'où l'importance d'avoir un écran correctement calibré, notamment pour les astronomes. Super. Donc Est-ce voilà, que tu veux voilà à nous travers parler différents exemples. des configurations? Alors, des configurations. Là, je vais faire annuler. Non, on peut regarder cette image. On peut Oui, regarder. laisse-la, hein, laisse-la. Je vais la rouvrir. Elle est jolie. Toc. Une belle lune. Impressionnant le niveau de détail qu'on peut obtenir aujourd'hui. Juste ici, pour s'amuser, on peut aller jouer un peu sur les détails. Donc là, je réduis un peu le rayon et je vais augmenter la quantité de netteté. Regardez un peu le croustillant qu'on peut avoir. On a l'impression que le sigma, l'air de rien, il ne paye pas forcément de mine, mais en jouant un peu sur la netteté de l'image, eh bien, on peut faire venir un niveau de détail. Regardez la petite rainure ici, le mur droit, qu'on appelle le mur droit. Vous voyez le niveau, regardez, je reviens à 0, l'image telle qu'elle a été photographiée par mon boîtier. Et vous voyez, en fait, l'image est croustille de détails. Ils sont là, ils demandent qu'à être accentués, mais c'est d'autant plus facile que vous avez une image qui a la bonne luminosité, qui a été suffisamment bien exposée, parce que si elle avait été trop sombre, j'aurais été obligé de la surdévelopper. En la surdéveloppant, je fais monter le bruit et après, c'est une vraie soupe de bruit. Et quand vous cherchez à augmenter la netteté, à ce moment-là, vous augmentez autant le bruit de votre image que les détails fins de votre image. Voilà. La configuration. Donc, Ouais. Oui, Hervé. Non, non, vas-y, c'est très bien. Donc, moi, voilà, pour moi, il arrive à un moment où, effectivement, malheureusement, on est obligé d'avoir accès à des écrans plus haut de gamme. Donc, qui dit plus haut de gamme, dit des budgets qui sont supérieurs. Mais il s'agit de ne pas non plus tomber dans le piège des écrans trop chers ou qu'on ne pourrait pas acheter parce qu'ils sont trop chers. Moi, je pense que donc un BenQ aujourd'hui, c'est toi qui vas me le rappeler, Hervé, il me semble que là, en promo, avec la casquette, un BenQ SW240 est à 500 €. Vous avez un écran 509. Alors, 509 je vais. euros. Vous avez un Ouais, écran c'est très haut de gamme. 509. Je vais envoyer le lien, hein, Arnaud. Alors que habituellement, il est à 599, hein, quand même. Donc, Oui, 100 €, ça oui, c'est fait ça. pas, C'est ça. ça fait 90 € de moins, ce qui est quand même tout à fait correct. Et il est quand même bien. Alors, c'est très important parce que vous pouvez trouver le SW240 à un prix qui peut être intéressant, par exemple sur Amazon ou sur certains sites un peu bradés. Sauf que ce sera un SW240 sans la casquette. Et là, l'offre, elle est bien de 509 € de TTC avec la visière anti-reflet, comme t'expliquais, c'est pas un gadget. Et donc, ça représente un peu plus de 15% de remise, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais vous envoyer le lien Oh, même un peu avec plus. les 3 offres tout de suite. Oh, ça fait un peu plus que 15, ouais, un peu plus que 15. Ouais, oui, ça fait plus que 15. Bim. Donc, je vous remonte ma configuration. Un écran haut de gamme au milieu. Comme ce n'est qu'un 24 pouces, effectivement, ça laisse moins de place pour retoucher ces images, surtout si on ouvre des palettes outils. Ben oui, mais à côté, j'ai mis un écran entrée de gamme autour de 200 €, parce que ça suffit largement. Vous avez une sélection sur mon site internet des meilleurs achats que vous pourriez faire à 200 € parmi la pléthore des écrans qui existent en entrée de gamme. Je sélectionne, il y a en permanence un écran à 200 € qui sort un peu du lot, qui est moins catastrophique quand on le met à côté d'un écran Ouais, haut de mais gamme. Et donc là, rassure-nous, c'est pas un écran graphique, c'est un écran bureautique pour les bureautique, barres d'outils. et IPS, à dalle IPS quand même, très D'accord. important. Donc, cet écran haut de gamme reproduit le SW240, reproduit l'espace couleur Adobe RGB, ce qui vous permet d'offrir une palette de couleurs que vous pourriez afficher plus large. L'écran secondaire ne va afficher que le sRGB. Pour afficher les palettes outils, je m'en moque.
Vous avez, donc tous les deux sont quand même à dalle IPS. Donc une fidélité des couleurs qui est relativement correcte, même pour autour de 200 euros. En tout cas, quand je mets mes deux écrans l'un à côté de l'autre, ça fait pas le figure. Ça va. C'est vraiment, je l'ai évidemment calibré également. C'est évidemment pas un SW240, mais enfin, franchement, ça fait la blague. C'est pas du tout catastrophique. Et donc, ça me permet, il y a un autre avantage, parce que je sais que la mode aujourd'hui est au 27 pouces. Alors, je ne cache pas qu'un 27 pouces est très intéressant. Ça fait un écran qui est surtout plus large, qui offre 2560 pixels de large. Ici, on va avoir 1920 pixels. Donc, c'est plus intéressant, mais dans certaines configurations et pas tout le temps. Parce que dans ma configuration où j'ai donc deux 24 pouces, là c'était même un 23, aujourd'hui j'ai deux 24 pouces l'un à côté de l'autre, j'ai donc deux fois 1920 pixels, donc 3840 pixels. Or, si j'avais un 27 pouces, je serais à 2560. Donc, sur un 27 pouces, j'aurais un seul très bel écran. Donc là, on parle du SW270 ou du SW270C. Il y a même un 271, 271C. Là, les prix, évidemment, sont plus élevés. Alors attends. Justement, le SW270C, donc c'est un 27 pouces, 98% d'Adobe RVB, Dalmat, IPS avec la visière. Et là, en offre spéciale chez Graphic Réseau. Intégré qui permet le calibrage hardware, qui est intégré dans le prix. Oui, Vous avez tous, la hein, possibilité tous les BenQ-SW intègrent le calibrage hardware. Voilà. Et donc le SW270C, il est à 949 euros TTC. Mais ce qui est important, c'est que si vos moyens sont limités, ce qu'explique Arnaud, c'est que vous pouvez combiner un vieil écran ou un écran bureautique ou même un écran de portable sur lequel vous allez mettre vos barres d'outils, etc. Voilà, et prenez au moins un 24 pouces. Donc on a vu le prix, c'est 509 euros TTC. Mais attention, l'offre elle est valable que jusqu'au 16 juillet. Ou un 27 pouces si vous avez plus de moyens, sachant que le 27 pouces, bah, c'est plus de surface, il a quelques fonctionnalités C'est intéressant avancées. quand même pour Lightroom ou du montage vidéo, parce que dans Lightroom, il y a quand même pas mal d'outils qu'on peut mettre sur la même fenêtre. Et c'est vrai que là, c'est un peu plus agréable de travailler dans Lightroom sur un écran un peu plus panoramique ou évidemment faire du montage vidéo. Je le reconnais. Si c'est moi qui fais que de la retouche photo, 2 24 pouces, voire 3 dans ma config, c'est plus intéressant. Ça me permet en plus de pincer mes écrans, de les orienter vers moi de manière à ce que la distance entre mon œil et mon écran soit strictement la même sur les trois écrans. Je n'ai juste qu'à tourner légèrement la tête, mais mon œil ne refait pas la mise au point. Et ça, c'est très, très précieux. Je peux vous garantir que sur certains écrans trop larges, qui ne sont pas assez courbes, qui ne reviennent pas assez vers vous, eh bien, votre œil passe son temps à refaire la mise au point entre le centre et les coins. C'est extrêmement désagréable quand on travaille toute la journée et quand l'œil passe d'une région à une autre. L'avantage d'avoir trois écrans ou deux pincés, c'est que ça vous permet d'avoir une très grande surface d'affichage en ayant un confort visuel qui est absolument génial quand on travaille toute la journée dessus. Ça, c'est souvent négligé. Je suis ravi de pouvoir vous mettre l'accent là-dessus dans le cadre des webinaires. C'est important. Mais c'est pas forcément, les gens vont pas forcément sur ces pages-là, mais c'est vraiment très important. Donc 27 pouces, Lightroom ou des écrans panoramiques, Lightroom ou le montage, mais là, forcément, budget plus conséquent. Très bien. Et en gamme, donc juste pour que vous ayez une idée de la taille, le 24 pouces, il vous permet d'afficher plein pot à 100% de taille une feuille A3+. Donc ça correspond quand même à pas mal de types de tirages qu'on pourrait vouloir faire sur une Epson ou sur une imprimante Pixma Pro chez Canon, par exemple. Le 27 pouces, il va être plus grand et notamment en largeur, il va vous donner 7 cm de plus. Donc si vous travaillez sur un seul écran, eh bien vous allez avoir une barre d'outils en plus que sur le 24 pouces. Et puis il y a le 32 pouces. Donc là, on est quand même sur la taille au-dessus, sachant qu'à 32 pouces, ça fait le double de surface d'affichage d'un 24 pouces quand même. Mais forcément, là, même en promo, il est à 1949 euros TTC. Donc on est en dessous de 2000. Oui, mais là aussi, attention, c'est parce que c'est un écran 4K. Or, un écran 4K 10 pixels très petit, donc on est bien à 3840 pixels, c'est-à-dire autant de pixels que sur une config 2x24. Or, comme l'écran physiquement est plus petit, vous avez des pixels qui sont vraiment très petits, et à ce moment-là, les menus d'affichage de vos logiciels deviennent tellement petits qu'ils deviennent pratiquement illisibles.
Ça Et comme s'ajuste, par Arnaud, ça hasard, s'ajuste. Il y a des comme par solutions quand même. hasard, il est possible d'ajuster ça. Comme Hmm. par hasard, il est possible d'ajuster ça. Mais souvent, quand on regarde le pourcentage d'affichage des menus dans le système d'exploitation, on s'aperçoit que sur les écrans 4K, on profite rarement d'un usage à 100% de l'écran pour éviter des menus trop petits, selon les logiciels. Il y a des logiciels qui vont adapter, mais pas tous. Et Mhm. du coup, le système d'exploitation va grossir les menus, va grossir l'affichage du logiciel pour qu'il s'affiche comme si on avait un écran 32 pouces de seulement 2560 pixels. Donc en fait, on va se retrouver avec un écran qui physiquement est très grand, mais la quantité d'informations affichées réellement sur l'écran, si on veut un certain confort de lecture, va être aussi importante que sur un 27 pouces ou sur deux 24 pouces. Mais vous voyez, on parle dans une config comme la mienne, là, on parle de 509 euros plus 200 euros, donc 709 euros. L'autre, on parle de 2000 euros. Eh bien, hormis le fait qu'on est content d'avoir un écran 32 pouces de 4K, donc dans certains cas, notamment du montage vidéo, je ne nie pas que ça soit très intéressant, mais réellement, en termes de quantité d'informations affichées, on n'en a pas plus. Voilà. Ok, donc toi, ta config, ce serait, si les gens veulent aller sur du 4K, il vaut mieux qu'ils aient un écran 4K et puis un deuxième écran pour avoir les menus comme ça, ils sont tranquilles. Ils ont que l'image sur leur 4K et puis les menus sur un deuxième écran qui peut Un être d'une écran qualité qui n'a rien à voir. avec des menus Très bien. plus larges, et donc en fait avec les standards habituels et comme des menus avec 14 pixels et donc du coup des menus parfaitement lisibles. Très bien. On peut refaire le point sur pourquoi est-ce qu'on parle d'écran de qualité et quel est le lien entre un écran de qualité. Donc tu as dit, il faut qu'il ait une dalle mat, il Ouais, faut oui. qu'il soit calibré, Alors de Dalmat, c'est préférence essentiellement une parce dalle. que c'est hyper fatigant. Une dalle brillante, c'est peut-être Ah oui, flatteur. Mais au bout de oui. 2-3 heures de travail dessus, de retouche, vous pleurez. C'est vraiment, mais au propre, hein, pas au figuré, au propre. Donc Dalmat obligatoire pour moi. Très bien. Donc Dalmat, probablement IPS, en tout cas c'est les technologies qui marchent bien Oui, actuellement. oui. Couverture à 98% d'Adobe RVB. Est-ce que Ah, ça, c'est plus confort, hein, au cas ou où. plus, est-ce que ça permet de travailler la densité des noirs d'une manière meilleure que si on prend un écran quelconque? Bah oui et non. Il faut en plus le calibrer correctement. Il faut le calibrer. Donc le calibrer correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement cet écran-là, surtout si vous utilisez le calibrage dit hardware, et vous allez avoir un avantage qui est précieux, c'est la possibilité de pouvoir jouer sur le niveau du noir. Alors aujourd'hui, certaines sondes Calibrite permettent de jouer également, mais pas aussi de manière aussi souple qu'avec le logiciel propriétaire Palette Master Element, qui permet de faire le calibrage hardware de votre écran et d'offrir un deuxième avantage dont on va parler tout de suite. Donc là, dans cette config-là, vous allez choisir un gamma de 2. Si vous faites du montage vidéo pour YouTube, je vous conseillerais limite d'aller vers 2.4. Et les préconisations, si vous faites pour le cinéma, c'est 2.6. Et 2.6, pourquoi? Vous êtes dans un environnement contrôlé qui est une salle de cinéma ou un home cinéma, forcément dans un environnement où a priori les murs sont noirs, très très sombres. Vous avez une certaine quantité de lumière. Je vous rappelle qu'un écran de cinéma doit être réglé à 48 candela au mètre carré. Nous, nos écrans, on conseille de les calibrer autour de 100 candela au mètre carré. Donc, si vous calibrez votre écran, que vous faites du montage vidéo en vue d'une diffusion cinéma, que vous calibrez votre écran à 100 candela au mètre carré avec un gamma 2.2, je ne vous dis pas la qualité du niveau des noirs que vous allez traiter. Quand l'image va être diffusée sur votre écran de salle de cinéma ou de home cinéma, vous n'allez pas du tout retrouver ce que vous avez vu devant votre écran. Tout à fait. C'est donc indispensable d'avoir des réglages parfaitement adaptés à votre usage. Et là, le calibrage hardware offre un deuxième avantage, mais quand on y a goûté, on ne veut plus entendre parler d'autre chose. C'est la possibilité qui est vraiment géniale de pouvoir faire directement dans ce qu'on appelle la table lutte de votre écran, directement dans votre écran pour faire court, vous allez pouvoir installer et régler plusieurs profils et pas simplement un seul. Quand vous êtes sur un écran normal, vous le calibrez. Vous décidez de le calibrer à 100 candela au mètre carré, à 2.2 ou 120 candela au mètre carré, on va dire à 2.2 pour un usage web. OK. Ensuite, vous voulez décider de faire une vidéo plutôt pour un usage YouTube. Et là, vous voulez monter à un gamma
à 2,4 et plutôt une luminance autour de 100 candela au mètre carré. Eh bien, à chaque fois que vous allez vouloir travailler, d'une part pour le web, ensuite pour YouTube, et éventuellement, et là on va corser le truc, on va dire je veux faire des impressions sur des papiers brillants ou des papiers mat. Où là on sait que le calibrage va se faire plutôt à 80 candela au mètre carré, un gamma de 2, mais un niveau de réglage du noir qui est plus du tout le niveau le plus profond que votre écran permet de l'afficher, mais un niveau de noir beaucoup plus clair. Eh bien ça, pour passer, quand vous allez vouloir passer de l'un à l'autre, d'une configuration à une autre, avec un écran classique, vous êtes obligé de relancer un calibrage complet parce que vous allez être obligé de retoucher, vous allez être obligé de toucher au réglage de votre écran, alors qu'avec un calibrage hardware, vous allez faire un calibrage, un cal 1. Dans cal 1, vous allez avoir votre profil ICC pour corriger les défauts colorimétriques de votre écran, mais en même temps, vous avez les réglages de votre écran qui sont inclus dans, on va dire, dans votre profil. C'est évidemment, on va pouvoir rappeler tous les paramètres, alors que si on n'a pas de calibrage hardware, on est obligé de refaire un profil. Ça, c'est important. De refaire complètement et de retoucher physiquement aux touches de votre écran. Tu n'as pas un avec la petite molette juste pour montrer? Non, pas sur le SW240. Pour vous expliquer, donc chaque écran BenQ SW, il a soit une molette, soit un petit bouton qui permet comme ça de passer d'un profil à l'autre. Alors, la première fois que vous créez ces profils, ça prend un petit peu de temps, mais vous allez du coup vous préparer un profil, comme expliquait Arnaud, pour la publication web, un profil pour le travail pour la post-prod vidéo, et ce n'est pas les mêmes réglages, comme il a expliqué, notamment en termes de profondeur du noir. Et puis un troisième, par exemple, c'est un exemple, pour préparer les fichiers pour l'impression, et c'est encore d'autres réglages. Et pouvoir passer de l'un à l'autre vous permet… Par un clic de souris, par un seul clic de souris. Vous allez sur votre ordinateur, vous allez dans le raccourci de votre logiciel, et vous voyez cal 1, cal 2, cal 3, vous cliquez dessus, vous attendez 2 secondes que l'écran envoie à votre ordinateur le profil ICC qui est dans sa table lutte, change les réglages de luminance du point noir, du point blanc et tout le tralala sur votre écran. Quelques secondes après, vous avez un écran qui est calibré avec le cal 1, le cal 2, le cal 3, sans avoir à refaire un calibrage. Quand on y a goûté, on n'a plus envie d'autre chose. Il faut préciser une chose parce qu'il y a une question dessus et je tiens à la repréciser. Le calibrage hardware ne veut pas dire que la sonde est intégrée dans l'écran. Le calibrage hardware, c'est la capacité de stocker le profil dans l'électronique de l'écran. Il vous faut quand même acheter une sonde séparément, sauf si vous achetez des écrans très haut de gamme d'une autre marque que BenQ, qu'on ne va pas citer ce soir, qui commence par CG. Mais qui coûte plus cher que l'écran plus la sonde. Donc, c'est une autre option, on va dire. Mais le calibrage hardware ne veut pas dire que vous avez la sonde livrée avec l'écran. Il faut quand même acheter une sonde, hein, j'insiste. Voilà, en fait, il y a plein de niveaux de qualité de calibrage. Quand vous avez une sonde intégrée, bah, évidemment, c'est le Graal. Mais quand vous avez une sonde séparée, ce qui a plein d'avantages, parce que si vous avez une sonde dans votre écran, bah, vous ne pouvez pas calibrer votre portable, vous ne pouvez pas calibrer malgré tout vos écrans secondaires. Donc moi, j'utilise, vous voyez, mon écran n'a pas de sonde intégrée. Du coup, j'utilise ma super sonde avec le logiciel Palette Master Element. Et là, aucun problème, je peux calibrer en hardware mon écran principal et en normal, entre guillemets, mes écrans secondaires avec la même sonde. Ou les écrans d'autres personnes, puisque oui, des copains, d'un portable. Voilà, des copains. Exactement. Les personnes, des fois, travaillent au sein d'un collectif, dans un club photo. Et puis, beaucoup de photographes qui sont amenés à faire des photos pour des clients professionnels. C'est un vrai bénéfice de pouvoir calibrer l'écran de l'acheteur. Tu as bien raison de parler de ça. Ça t'est arrivé, hein, encore il n'y a pas longtemps. Ben moi, là, je travaille pour un client et il m'a dit, c'est exactement ça. Il en avait marre, le client refusait les photos, il a dit, j'arrive, il est venu avec sa sonde, il a calibré l'écran, ils ont regardé ça sur l'écran de la secrétaire, ils ont calibré l'écran de la secrétaire, c'est pas le meilleur écran du monde, mais sans calibrage, c'était une horreur. Et là, le client a dit, ah oui, vous avez raison, vous avez raison. Très bien. On va passer aux questions-réponses, si tu es d'accord. Ah bah ouais, là, on a évoqué vraiment des choses qui sont importantes pour moi, que je suis ravi d'avoir partagé avec vous. Voilà. Alors, une autre image peut-être. Ouais, celle-là. Oh, celle-là, j'aime bien. Oui, on va voir si vous la voyez bien. Voilà, regardez. On va grossir un petit peu sur le petit crépuscule. Petite lune, voilà. Toc.
un beau crépuscule avec un beau dégradé. Vous voyez l'importance de ne pas faire monter le bruit sur une photo comme celle-ci. Et vous voyez le rayon lumineux là, hop, voilà, très important ça. Je me souviens plus du nom. Les astronomes qui nous écoutent ce soir, ça se trouve, savent comment ça s'appelle ce fameux rayon lumineux là, parce que vous voyez la transparence est parfaite, les couleurs sont très pures, et donc ça c'est des phénomènes. Ça, si vous voulez mettre en évidence ce genre de phénomène, évidemment, il faut le bon temps de pause pour pas faire monter le bruit de votre image. Je vous Alors, écoute. on va commencer par des choses. Alors, est-ce que le nombre de pixels sur un capteur influence la dynamique et la qualité du noir? Alors, la qualité du noir, non. En revanche, la dynamique, indirectement. En fait, le nombre de pixels va jouer sur la taille de chaque pixel. Or, la taille de chaque pixel va davantage jouer sur la sensibilité. Avant de saturer, effectivement, plus il est gros, moins il va saturer. Mais il y a une époque où je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse corréler la taille du pixel, le nombre de pixels, donc la taille, indirectement, avec la dynamique, parce qu'on observe aujourd'hui des capteurs qui ont énormément de pixels, donc des pixels très petits et pourtant énormément de dynamique. Donc ce n'est pas directement corrélé. Ça donnait l'impression d'être corrélé pendant un certain temps parce qu'effectivement, quand on fait des capteurs grand public, plus on augmente la taille du pixel ou plus on la diminue parce qu'on en met de nombreux. Évidemment, on va jouer indirectement sur la dynamique, mais par voie électronique, on pourrait très bien annuler cet effet-là. Donc l'effet le plus direct sur le nombre de pixels, c'est réduire la taille de chaque pixel. Donc on a un niveau de détail qui est supérieur, mais au passage, comme on réduit le puits qui va accepter des photons, on va surtout jouer sur la sensibilité et donc la rapidité avec laquelle le bruit va monter quand on augmente la sensibilité ISO du capteur. Donc voilà, les deux ne sont pas tout à fait corrélés directement. On pourrait donner, voilà, le marché pourrait donner l'impression que, mais ce n'est pas directement corrélé. Très bien. Alors, pourquoi les fabricants de papier ne fournissent pas une information claire sur la Dmax du papier? Donc là, on a vu Ils ne le beaucoup la fournissent pas tout. profondeur du noir. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. On a vu beaucoup la profondeur des noirs sur l'écran, mais bien entendu, il y a une relation forcément au niveau du papier. Mathématiques. Voilà, voilà, exactement. C'est un logarithme. Je me souviens plus mais je l'ai mis sur mon site. Je me souviens plus de la formule, mais effectivement, la Dmax d'un papier est corrélée avec le contraste en fait, du contraste du papier. La Dmax a une corrélation directe mathématique par un log 10, et donc ça vous permet de savoir quel est le contraste idéal de l'écran qu'il faudrait. Si on prend un écran qui est à 80 candela-mètres carrés, qu'on est sur un papier mat qui va être aux alentours du Dmax avec un 1,5, 1,8, eh bien, si on fait le calcul, qu'on met ça dans la moulinette de la bonne fonction mathématique, on tombe sur un ratio de contraste qui devrait être autour de 150 pour 1. Et donc, si on fait le ratio 80 avec un ratio de 150 pour 1, 80 candela-mètres carrés, on va tomber sur un niveau de noir à 0,4 candela-mètre carré. Donc 0,4, si vous n'avez pas l'habitude de calibrer des écrans, ça ne va pas vous parler. Si je vous dis maintenant que l'immense majorité des écrans dont on parle, le SW240, donc des technologies non spécifiques, donc des technologies LCD, on ne parle pas de LED, de mini LED, pardon, on ne parle pas de mini LED, on ne parle pas de dalles OLED ou de technologies comme ça différentes. On parle donc avec un rétroéclairage permanent et des cristaux, des microcristaux liquides qui vont venir devant, cacher ou pas le pixel. Avec cette technologie-là, on obtient des noirs en général autour de 0,12 candela au mètre carré. Donc, vous voyez, 3 fois plus sombre que ce que l'on aurait besoin d'afficher au niveau des noirs quand on veut faire de l'impression sur un papier mat. Okay. Moi, je conseillerais même un 0,5 ou 0,6 candela au mètre carré quand on fait un papier vraiment un papier canvas ou ce genre de choses. Donc, vous voyez, la maîtrise du point noir, de la densité d'un noir qui va vous apparaître réellement si vous êtes dans un environnement contrôlé, je vous garantis que quand vous basculez d'un réglage web 120 candela au mètre carré, le contraste le plus fort possible, donc un noir à 0,1 candela au mètre carré, quand vous basculez sur le réglage avec un calibrage hardware à 80 plus un noir à 0,6, là, d'un seul coup, vous avez l'impression que votre noir devient gris sur votre écran. Ben oui, mais ce n'est pas pour autant que les détails de votre image dans les parties sombres vont apparaître.
tout est corrélé, tout va monter, tous les détails les plus fins, les détails sombres que vous allez commencer à voir sont également un gris un peu plus clair. Mais voilà, si vous n'avez pas fait, si vous réglez votre écran pour que vous ayez l'impression que sur votre écran c'est bien noir, vous allez complètement boucher votre image et quand vous allez l'imprimer, puisque là vous n'avez plus de corrélation entre votre écran et votre tirage, à ce moment-là, votre tirage va être complètement bouché. Vous voyez, c'est très important de Il faut mettre qu'on une fasse des corrélation. réponses plus courtes, Arnaud, parce que j'ai Oh, mais peur c'est super qu'on important, perde je suis d'accord. les gens. Et Oui, c'était mais super important. en fait, ce que tu expliques, c'est très intéressant, mais je trouve que on devrait le faire plutôt Prenez sous plus forme vite d'une pour pas plus de formation. plus. Non, non, mais ce sujet-là que tu abordes, on devrait le faire sous forme d'une formation À avec part des entière. papiers et des tirages physiques. En ligne, ça reste un peu abstrait, hein, désolé, hein, Oui, mais c'est vrai. c'est ça. C'est vrai. Alors, je reviens à la question. Pourquoi est-ce que les fabricants de papier ne fournissent pas l'information claire sur la Dmax? Donc, Dmax, c'est la densité maximum, hein, on est d'accord. Canson le fait, Hanemühle le fait pour certains papiers, Canson, je sais, sur certains papiers haut de gamme le fait. Malheureusement, donc la remarque, ça serait plutôt pourquoi tous les fabricants systématiquement ne donnent pas la Dmax de leur papier. Donc Très après, bien. c'est pareil. Si vous allez sur le site de Canson, vous regardez un papier premium, vous regardez un papier machin chose, barité haute, vous regardez la Dmax. Il y a beaucoup de fabricants de papier qui ont des papiers proches. Bon, ça vous donne un indice sur la Dmax probable de votre papier. Voilà. Très bien. Et quand on fait une impression quadri, une des techniques qu'utilisent les imprimeurs, c'est de soutenir le noir en rajoutant, par exemple, du bleu en sous-couche. Est-ce que tu utilises ces techniques? Donc, Non, pas du parce tout. que toi, tu travailles pas sur le côté quadri. Non, exactement. Moi, mon travail, c'est la photographie. Je fais des photos. Donc, quand je les prépare et que je les imprime chez un imprimeur, pour moi, c'est son boulot. Normalement, c'est même le boulot du photograveur. Un boulot qui a disparu progressivement. Mais il y avait un intermédiaire quand on faisait de la diapositive. On donnait nos diapos à un photograveur qui préparait les fichiers, qui séparait les couleurs pour les envoyer ensuite à l'imprimeur. Donc, c'est un métier à part entière. Bien sûr. Question au niveau du calibrage de l'écran, pour avoir des noirs très profonds, quel est ton conseil au moment du calibrage de l'écran? Qu'est-ce qu'on doit paramétrer pour avoir Ah bah, un noir précis? si vous calibrez votre écran, donc là, si vous ne le calibrez pas, bah, vous mettez le noir au plus profond, parce que même sur cette valeur-là, vous avez certains écrans où vous avez Mais le comment tu noir. fais pour mettre le noir au plus profond si tu le Ah calibres ben pas? là, si vous calibrez votre écran dans les menus de la première page, donc ce qu'on appelle les valeurs cibles, on va vous demander la luminance de votre écran, et sur certains logiciels, on ne vous dit rien concernant le noir, si ce n'est qu'on vous demande le ratio de contraste, un ratio de contraste. Ben là, vous demandez le maximum. Et donc, si vous demandez le ratio de contraste maximum, ça vous mettra par construction le noir de votre écran au maximum, au plus bas que votre écran le permet. Donc, je vous dis, entre 0,1 et 0,15 candela au mètre carré, quand vous allez regarder le rapport de calibrage, vous allez tomber sur 0,1 ou 0,15 sur une dalle IPS. Sur certaines dalles IPS, avec des technologies Black IPS, on va descendre à 0,7, moitié moins. Donc, on a 2 fois plus de contraste. Et si on veut aller après au-delà, il faut des technologies mini LED ou OLED. C'était pas ma question, c'est quand tu calibres ton écran, c'est quoi les paramètres pour avoir des C'est meilleurs contraste résultats dans le maximum. noir? Contraste Contraste maximum. maximum. D'accord, ok, pardon. Contraste Excuse-moi. maximum. Il n'y a que comme ça qu'on peut jouer. La façon de jouer sur le noir, puisque dans le logiciel, on vous demande la luminance maxi, on vous demande rarement la luminance mini, on va jouer sur le ratio de contraste. Ben oui, parce que de toute façon, les deux sont liés. Donc là, pour avoir le noir le plus profond, il faut mettre en général, ça s'appelle contraste natif. Contraste D'accord, natif très bien. sous-entend le noir le plus profond. Au niveau des logiciels de développement, est-ce que tu utilises uniquement Camera Raw ou est-ce que tu utilises le logiciel natif, par exemple celui qui est fourni avec les boîtiers Nikon? Oh, moi, j'utilise que Camera Raw. Que Alors Camera là, la Raw. raison, Voilà elle ta est réponse. toute Non, on bête fait des réponses rapides. parce que non, mais je fais des Bien, formations et comme la plupart des gens, ils ont tous Photoshop, pour moi, c'est plus pratique. Voilà. très bien. Et puis ça marche. Enfin, moi, j'adore. Moi, j'adore. Euh, Oh, Attends, j'adore. attends, parce que là, il y en avait Très une qui puissant. était. Quel logiciel conseilles-tu pour avoir la meilleure densité de noir avec une photo Surex?
pareil, caméra RAW. Sinon, on peut recommander Capture One qui est assez puissant aussi dans son contrôle des couleurs et des noirs. Ah oui, il est même réputé pour être un petit peu supérieur encore dans la précision des couleurs et autres. Et il travaille par exemple avec des profils ICC. Ils sont très difficiles à faire sur les appareils photo, mais oui, il peut aller un peu plus loin. Question de Francis Barrier, qui est un fin connaisseur. Au niveau des cartes graphiques, quel type de carte graphique tu recommandes? Est-ce qu'il faut prendre une multilute? Alors, l'avantage de la multilute, c'est si on fait de la vidéo. Si on fait de la photo, aucun intérêt. Mais si on fait de la vidéo, parce que là, ça peut être intéressant. Mais dans le cas de la photo, je ne vois pas. Parce que, en fait, tous les profils et les réglages vont être réglés. Là, on va jouer sur le profil ICC, qui va être envoyé après à la carte graphique de l'ordinateur. Donc, il y a une communication. C'est pour ça qu'il y a un câble supplémentaire, d'ailleurs, entre l'écran et l'ordinateur. Il n'y a pas que le câble vidéo. Il y a un câble USB qui va passer pour que l'information circule dans l'autre sens. Mais à part pour la vidéo, là, je ne pourrais pas dire de bêtises, je suis moins au fait. Mais je sais que quand on fait de la vidéo, on peut avoir intérêt à faire effectivement une lutte spécifique pour qu'elle s'applique à tout un film. Et en fait, c'est une façon de créer un profil pour de la vidéo. Et donc, on va pouvoir le charger. Mais là, je ne serai pas du tout. Je vous laisse aller voir mes collègues qui sont spécialisés dans le montage. Là, j'aurais peur de dire une bêtise. Ok. Alors, quand certains papiers, lorsqu'on imprime, ne sont pas parfaitement blancs, certains sont un peu jaunes, par exemple. Est-ce que c'est un paramètre sur lequel tu vas jouer pour obtenir un noir bien profond, notamment en tirage photo noir et blanc? Bah non, 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 parce que de toute façon, après, il va se charger d'encre. Si on veut que les noirs soient très profonds, il faut le charger en encre jusqu'au niveau de la Dmax maximum de ce papier-là. Donc, le fait qu'il soit jaune ou pas ne va rien changer. Il y aura tellement, donc surtout s'il y a des pigmentaires, que ça va complètement recouvrir le papier à cet endroit-là. Donc, je ne vois pas comment on peut approfondir le noir selon la température de couleur du papier. Après ça, ça va faire partie peut-être d'autres formations, mais je précise que pour avoir les noirs les plus denses au niveau du papier, on ne va pas choisir des papiers mat, on va choisir des papiers brillants. Plus ils sont brillants, plus ils peuvent soutenir en fait une quantité d'encre qui va bloquer la lumière importante. Et donc, si vous voulez des noirs très noirs, le mieux c'est de faire sur un papier brillant. Mais on a quelques satinés aussi qui sont pas mal. Oui, Mais pas les mal. On peut être à papiers, 2,4, des oui, max à 2,4 sur certains papiers oui, semi-lustrés. oui, Les plus beaux papiers brillants peuvent c'est ça. monter à une Dmax à 2,8 ou 2,9. Oui. Dès qu'on est sur un papier mat, on va être à 1,5 ou moins. Donc là, 2 fois moins de contraste. Voilà, pas compliqué. Donc forcément, les noirs, bah, adieu. Oui, après mat c'est beau aussi, mais il faut accepter qu'en fait un noir très profond sur votre écran va être un gris foncé. C'est pas ça qui va gâcher votre photo parce que ce qui est beau c'est la gradation des tons. Voilà. Mais ensuite c'est les choix créatifs et de l'auteur photographe, hein. C'est important. Si je peux préciser Euh, aussi, ça dépend de Vas-y. l'encre. Il y a selon l'encre utilisée pour le noir, Epson a beaucoup communiqué et travaillé sur la Oui. profondeur des noirs, même sur des papiers mat. Et puis après, il y a carrément les encres au charbon qui permettent d'aller encore un peu plus loin pour pouvoir avoir quand même des noirs très profonds sur des papiers mat. Mais c'est d'autres procédés. Il faut détourner de son usage courant une imprimante pour pour la placer dans un environnement. C'est le système Piezo, je crois. Et oui, alors la meilleure Dmax de tirage est sur une plaque Chromalux, ce qui est précisé par Francis Barrier, mais je sais qu'il connaît bien cette technologie. Absolument. Alors, on a aussi une question, quel est le rapport entre nits et candela par mètre carré? En C'est la même fait, chose. Même chose. c'est la même chose, hein. Un nit, c'est un candela par mètre carré. Et donc, quand Apple annonce que ses écrans Liquid Retina sont à 1600 nits, en fait, ça veut dire qu'ils sont capables, sur un pixel donné, de monter à 1600 candela par mètre carré sur Juste pour un la petite pixel. histoire, NITS, si vous allez sur le site Wikipédia, vous apprenez que c'est l'ancienne appellation
donc c'est plus du tout d'actualité. Mais évidemment, comme Apple, de la même manière qu'ils ont utilisé un gamma à 1,8 pour pas faire comme tout le monde à une époque, heureusement, la raison est revenue. Ils sont revenus avec leurs écrans à un gamma à 2,2. Bon, il y a une petite histoire aussi qui explique que c'est pourquoi c'était un 8. L'imprimante laser qu'ils avaient sous le coude à ce moment-là, quand ils ont choisi avec Steve Jobs, était une imprimante qui imprimait avec un gamma de 1,8 pour avoir une bonne correspondance écran. Ce qui n'a pas dérangé notre ami Steve Jobs, qui s'est dit comme ça, je ne fais pas comme Windows et ça me va très bien. Et donc là, NITS est revenu un peu au goût du jour avec Apple, qui ne veut pas faire comme tout le monde, mais officiellement, la dénomination, c'est des candela en mètre carré, et Apple a voulu. Et là, franchement, le seul petit avantage que je vois, c'est plus facile à prononcer, c'est nettement moins chiant. Donc, moi, ça me va très bien. Mais c'est la même chose. Voilà. J'avais quand même envie de raconter ça quand même. Bien sûr, et les candela par mètre carré, le mot, donc l'unité vient en fait du latin, candela c'est la chandelle, et c'est le nombre de bougies, littéralement, donc de chandelles, qu'on allume sur une surface d'1 mètre carré. Donc voilà. 80 candela par mètre carré, c'est l'équivalent de 80 bougies allumées sur une surface d'1 mètre carré. Alors avec une distance qui est calculée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par rapport aux écrans, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un écran calibré, on est d'accord, on va viser par exemple 100 candela par mètre carré ou 100 nits comme valeur moyenne, évidemment. Voilà, qui marche bien. 80 candela, c'est la norme ISO pour la retouche photo, mais ça ne marche que si on est dans une pièce qui est faiblement éclairée. Mais il ne faut pas oublier une chose. Pour imprimer. Pour imprimer. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité des écrans grand public sont livrés à 400 ou 500 candela par mètre carré. Ah, et c'est c'est le cas, les iMac aujourd'hui, tu les sors de la boîte, ils sont à 480. Voilà. Ce qui est délirant, c'est on en prend plein les yeux. Et forcément, on va baisser considérablement. Voilà. Et ça n'a d'intérêt d'ailleurs que quand on fait des vidéos HDR, quand on envoie sur certains pixels des pics lumineux pour avoir des vidéos extrêmement réjouissantes à regarder et vraiment éclatantes, à ce moment-là, quelques pixels vont bénéficier de ces. Mais sinon, quand vous réglez votre écran à 80 ou 100 ou 120 candela au mètre carré, peu importe que votre écran monte à 480 ou même à 10 000 un jour, ça sera intéressant que pour certains pixels ponctuels, notamment en usage vidéo. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous mettre une autre image, s'il te plaît? Alors, je regarde les questions. Hein. Ça, j'aime bien celle-là, parce qu'on a un sacré niveau de détail à 100%. Là, voilà, l'image va apparaître. Voilà, avec un 300 mm de focale. Là, j'avais photographié ça. Pardon. Sur papier mat, quels outils Photoshop utiliser pour améliorer les noirs? Alors, c'est pas les noirs, c'est encore une fois, c'est la gradation des tons, hein, puisque le noir le plus profond, on ne peut pas l'obtenir sur un papier mat. Ce qui est sur l'imprimante, sur la façon que le papier absorbe, qui va déterminer la profondeur de ce noir-là. Et donc, vous pouvez mettre tous les noirs que vous voulez dans Photoshop, ça n'aura aucune conséquence sur ce qui est capable de faire le papier et cette imprimante. Par contre, comme tu le dis, toutes les technologies d'impression ne sont pas identiques et quelqu'un pose la question, est-ce qu'il vaut mieux une jet d'encre, est-ce qu'il vaut mieux utiliser la piézographie pour avoir des densités de noir qui soient plus agréables, soient plus précises au tirage? Epson moi je trouve, a fait énormément de progrès dans la qualité de profondeur des noirs. C'était flagrant avec la série P700, P900. Les nouvelles encres noires black, très clairement, on a des noirs maintenant qui ressemblent vraiment à quelque chose. C'est pas aussi profond, effectivement, qu'un très beau tirage piezo réalisé par un tireur professionnel, à mon avis. Là, j'ai vu des choses absolument somptueuses. Cela dit, on est quand même loin d'être ridicule si on prend une P700, une P900, donc, et puis la suite en plus grand chez Epson. On a quand même des densités de noir qui sont historiquement très profonde par rapport à tout ce qui a existé avant. Très bien, merci Arnaud. Alors, une question à laquelle on ne va pas répondre, mais qui est intéressante parce que Arnaud est sur le sujet depuis plusieurs mois. Quel imprimeur en ligne conseiller pour faire des beaux tirages? Quel magasin? Et en fait, la personne ici demande sur Paris, mais en fait, Arnaud est sur le chemin de créer en fait tout un travail pour pouvoir recommander par région de France un tireur d'art ou un imprimeur qui soit capable de vous réaliser des beaux tirages
comme vous le souhaitez en tant que photographe. Tu es d'accord, Arnaud, que tu as commencé ce travail? Alors, Ah, c'est oui, pas oui. encore prêt, ce sera peut-être dans quelques mois, mais donc on ne va pas en indiquer un en particulier. Enfin, j'ai répondu en direct à la personne, mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse. Et si vous voulez envoyer à Arnaud les noms des labos qui proches de chez vous Que vous font un bon jugez, vous, travail, comme étant vraiment, ouais. ça l'intéresse parce qu'on essaie de créer une sorte de panorama des bons labos et tireurs qui comprennent les problématiques des photographes, la profondeur des noirs comme on l'a vu ce soir, etc. Et donc on fera peut-être sur ton site, hein, c'est ça, un Ouais, ouais. article ou un sujet autour de ça. Et je vous confirme qu'avec certains labos, sur mon écran calibré avec mon éclairage normalisé Graphilight, quand je reçois les tirages de ce labo parisien très connu, je peux vous garantir que j'avais la même chose que si je l'imprimais moi-même et la même chose que sur mon écran. Donc il y a bien, je vous confirme qu'il y a bien des labos qui prennent le temps de calibrer leurs imprimantes et leurs papiers. Bien sûr, Et donc on peut réellement obtenir la même chose que ce qu'on aurait fait chez soi. tout à fait. Et on en a repéré aussi, pas que à Paris, donc c'est important parce Bien qu'on sûr. sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui ne sont pas forcément parisiens, mais on a repéré la boutique de mode à Bordeaux et d'autres, et on en Clairement, parlera. l'atelier Barité, vraiment, Laurent fait un travail remarquable. Voilà, Il a un écran haut de gamme qu'il a acheté sur mes voilà. conseils et tout. Je suis allé le calibrer. Maintenant, il n'a plus besoin de moi. Il se débrouille très, très bien. Et il fait des impressions d'art sur plein de papiers différents. Je peux vous garantir que vous avez la même chose. Si vous avez un écran art graphique chez vous, vous aurez la même chose sur votre tirage que ce que vous avez chez vous. Donc, il y en a, il y en a. Ouais, Maud Batelier, évidemment, à Bordeaux. Ouais. C'est mon Exactement. beau labo, je crois, qui s'appelle. Le beau labo. Le beau labo, voilà. Mais Le là beau aussi, labo. c'est pareil, c'est des passionnés Bien qui sûr, savent de bien quoi sûr. ils font, des machines En région, calibrées. voilà. En région parisienne, bon, on peut le citer, puisqu'il y a Picto, Picto Online. Attention, hein, ce n'est pas les mêmes niveaux de service. Il y a Art Photo Lab et il y en a d'autres. On parlait de Francis Barrier tout à l'heure, et je sais qu'il fait des tirages, lui, notamment en sublimation. Ah ben oui, Et Francis, oh là là, mon Dieu, tout mon à Dieu. fait. J'ai honte, Francis, j'ai Et honte. alors, Tu sais, Michel nous dit les labos fournissent des profils d'impression selon le papier choisi. Oui, les bons, oui, mais les autres, non. Il y en a qui ne le font pas. Et c'est ça, c'est tout le travail sur lequel on va s'atteler dans les mois qui viennent avec Arnaud. Merci beaucoup pour tout ça. Et on va finir par un truc quand même un petit peu différent de ce qu'on a fait dans les autres webinaires. Grâce au partenaire qu'on a ce soir, qui est Graphic Réseau, qui a décidé d'offrir une lampe Graphilight. Alors la lampe Graphilight, je vais vous la montrer, ça ressemble à ça. Donc c'est une lampe lumière du jour qui permet de choisir une puissance lumineuse, mais aussi une température de lumière. Donc qui permet de choisir et de reproduire la lumière du jour, ou en tout cas des conditions de lumière spécifiques. Et ça permet comme ça de regarder la qualité de ces tirages. Donc on en met une en jeu, et Arnaud va vous expliquer le défi qu'il vous propose pour cet été. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée, et je le laisse terminer sur le défi qu'il vous lance. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine fois. Alors voilà, le défi qu'on vous propose cet été, c'est de nous envoyer. Donc, on va faire un petit jeu concours où vous allez nous envoyer, vous allez placer votre plus belle photo ou la photo la plus originale par rapport au thème de ce soir. Donc, évidemment, ça peut être des photos astronomiques, ça peut être des photos de la vie de tous les jours, mais dans des conditions de lumière très sombres. La photo la plus belle ou la plus originale, peu importe. Donc, tous les 15 jours, vous publiez des photos sur votre compte Instagram en le taguant avec mon compte Instagram lié à la gestion des couleurs. Donc, Arnaud Frisch attaché, underscore, couleur au singulier. Arnaud Frisch, underscore, couleur. Vous publiez la photo sur votre compte Instagram, vous la taguez, et tous les 15 jours, je sélectionne une photo que je vais trouver très très belle ou une photo que je vais trouver très originale. Et on fait ça tous les 15 jours. Donc, on va avoir à la fin de l'été 8 images. Et à ce moment-là, nous allons nous réunir avec Raphaël Grosso de Graphic Réseau, une dame s'appelle Laurie, dont je me souviens plus du nom, chez BenQ, Laurie et moi-même, Caspari de chez Lumesca. Lumesca, pardon, excusez-moi, Lumesca.
Donc, nous allons nous réunir et nous allons choisir la plus belle photo liée au thème de ce soir à la fin de cet été. Et cette photo gagnera une Graphite Calibrite. Voilà Alors, ce que je vous je vais Est-ce qu'il y a quelque chose envoyer, je vais envoyer à tout le monde en clair et par écrit le nom de ton compte. Donc, c'est le compte Instagram Arnaud Frisch en un seul mot, underscore couleur. On est bien d'accord? Voilà, c'est pas mon Instagram où je publie mes photos, mais le nouveau compte Instagram que je dédie à la gestion de la couleur avec toutes les actualités et autres, et donc ce concours estival. Donc, je répète parce que tu l'as expliqué, mais je le répète quand même. Tous les 15 jours, tu vas publier la plus belle et la plus originale photo Voilà. autour du noir, des photos de nuit, des photos d'espace. Peu importe, on est ouvert à toute proposition, mais tu vas publier sur ce compte-là la plus belle, la plus originale. Et en septembre, vous faites tous les trois un choix sur celle qui est la plus méritante. Et la personne, à ce moment-là, on la contactera. Vous allez, si vous êtes d'accord, communiquer votre adresse et on vous envoie une lampe lumière du jour pour aller encore plus loin et pouvoir comme ça maîtriser et comparer vos tirages par vous-même. Et donc, c'est un petit défi sympa sans... il n'y a pas d'ambition monstrueuse, c'est ouvert à tous et notamment à toutes les personnes qui nous suivent maintenant depuis des années. Et vous serez étonné que même si vous n'éclairez pas vos tirages, combien de fois je me surprends à allumer cette lampe-là à côté de moi pour avoir une belle lumière le soir plutôt que d'allumer ma lampe de chevet. Voilà, je suis en train Toujours pareil, d'envoyer à le tout le fameux tableau de monde. reproduction des couleurs qui est très très fidèle et que j'aime beaucoup. Je vais le repréciser par écrit et j'envoie à tous. En tout cas, je précise comme les autres fois, vraiment merci évidemment de nous avoir réunis ce soir. Et puis n'hésitez pas à répondre. Je ne pars pas tout de suite en vacances. Et donc, si vous avez des questions complémentaires auxquelles on n'a pas répondu ce soir, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Vous avez ma boîte mail sur mon site internet et j'essaierai dans la mesure du possible de répondre. En général, j'y arrive. J'essaye d'oublier personne. On pourra donc poursuivre cette soirée sur ma boîte privée. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, merci d'avoir éclairé notre lanterne avec ce sujet sur la densité du noir et au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.